Tout commence avec notre MC, Kim Tae-woo, qui se fait courser dans les bois par des officiels plutôt stricts. Alors qu'il court pour sauver sa peau, il se demande bien pourquoi ils sont à ses trousses. Il atteint bientôt le bord d'une falaise où il ne peut plus fuir car son cœur est sur le point de lâcher. Ça permet aux soldats, qui le poursuivaient, de finalement le rattraper. Et le chef d'escouade, Jang In-dong, se moque de Tae-woo en lui rappelant que la course déclenche ses crises, vu que c'est un rejeté du manoir. In-dong dit à Tae-woo que c'est déjà la fin du chemin pour lui et qu'il n'a donc pas besoin de continuer à s'enfuir. Frustré, Tae-woo demande à In-dong et aux autres soldats pourquoi ils sont à ses trousses. Et In-dong lui rappelle d'un ton moqueur qu'il est un rejeté, ce qui veut dire qu'il aurait dû mourir il y a bien longtemps. In-dong lui demande pourquoi il a continué à survivre jusqu'à ses 29 ans, ce qui a fini par taper sur les nerfs d'une certaine personne. Dès qu'In-dong laisse entendre que la personne mécontente est une femme, il pige qu'il parle de Honda Mitsui, sa belle-mère. In-dong prévient Tae-woo que même si Honda est sa belle-mère, il doit quand même surveiller son langage. Sans la moindre hésitation, In-dong fonce sur Tae-woo avec son épée et la lui plante dans la poitrine avant de le balancer du haut de la falaise. Alors que Tae-woo chute de la falaise, In-dong lui lance un adieu, lui disant qu'au final, ce sont les deux fils de Honda qui hériteront du territoire de Paju. Apparemment, il y a 300 ans, en l'an 2026, le soleil a été soudainement éclipsé et le mana s'est abattu sur la Terre. À cause de ça, 90% de l'humanité a été anéantie et le climat a été complètement détraqué, provoquant l'effondrement des villes. En un rien de temps, la civilisation s'est effondrée et 300 ans plus tard, soit en l'an 2326, les survivants se sont adaptés au mana et ont reconstruit la civilisation. Cependant, avec l'apparition de bêtes magiques et de plantes vénéneuses mutées par le mana, une nouvelle guerre a éclaté. Alors que la guerre s'éternisait, un système de classes basé sur l'aptitude au mana a été établi. Tout en haut, il y a la classe des éveillés, une force de combat anti-bête qu'on identifie grâce à leur marque sur le visage. Juste en dessous, on trouve la classe des compatibles au mana et ces individus ont des capacités physiques améliorées qui leur permettent de combattre. Il y a aussi les adaptés au mana, qui sont des gens normaux qui se sont adaptés au mana. Et tout en bas de l'échelle, on trouve la classe des rejetés du mana, des gens dont le corps a rejeté le mana et qui souffrent par conséquent d'empoisonnement au mana. Le père de Tae-woo, Kim Wong-bang, est un éveillé de haut rang, ce qui signifie qu'il est un maître. C'est un général de brigade, ce qui montre bien son niveau d'influence. Tae-woo est son fils aîné, mais au lieu d'être un talent exceptionnel, il est en train de mourir d'un empoisonnement au mana, vu qu'il est un rejeté du mana. Alors que Tae-woo perd lentement connaissance, son âme parvient à entrer en contact avec un drôle de type. L'homme relève Tae-woo avec sa technique pour pouvoir le regarder en face. À l'instant où Tae-woo le voit, il le reconnaît immédiatement. C'est le démon suprême du poison Tang-gun. Tang était le patriarche du clan Tang du Sichuan, le summum en matière de poison et d'armes cachées. À l'époque, quand la secte démoniaque a pris le dessus sur les Zhonghu, Tang a littéralement fait fondre le chef de la secte du démon céleste avec à peine une poignée de poison. Au final, il est devenu le maître absolu du Murim. Et il s'avère que ce puissant personnage partage désormais une âme avec Tae-woo. Apparemment, il était en pleine cultivation pour atteindre l'ascension et devenir un immortel quand son âme s'est connectée à celle de Tae-woo. Dès que Tae-woo réussit à le reconnaître, les souvenirs de Tang affluent en lui et vice-versa. En gros, les deux ne font plus qu'un et on dirait que Tae-woo est la nouvelle incarnation de Tang. Cependant, il a toujours été la cible de moqueries parce qu'il était connu comme étant un rejeté. Tang comprend enfin que l'espace spirituel où il se trouve n'est fait pour eux puisqu'ils ne font qu'un. Tang dit alors à Tae-woo qu'il pourra devenir le maître suprême du monde s'il arrive à cultiver le savoir et l'expérience qu'il a hérité de lui. En un instant, un niveau de puissance immense se déverse dans le corps de Tae-woo et Tang lui dit d'utiliser ce pouvoir comme bon lui semble. Sur ce, Tang disparaît, en souhaitant bonne chance à Tae-woo pour les combats à venir. Tae-woo se réveille enfin et se rend compte que ce n'était finalement pas un rêve, car tout le savoir de Tang était resté dans sa tête. Tae-woo est complètement faible et épuisé, mais il pige qu'il doit survivre à tout prix. Pour ce faire, il doit apprendre l'art martial qui a fait de Tang le maître suprême du Murim, car c'est un art qui vous rend plus fort à mesure que vous consommez du poison. Cet art s'appelle l'art spirituel du poison primordial informe. Ça tombe bien, il y a des plantes vénéneuses tout autour de lui et il n'hésite pas une seconde à en attraper quelques-unes pour les manger car il doit le faire pour survivre. Il pige que s'il peut convertir le poison qu'il consomme en énergie interne et former l'essence de poison, qui est un dentian abritant le poison, il pourra échapper à son destin de rejeté en reconstruisant son corps. Tae-woo est convaincu qu'il va survivre et faire payer tous ceux qui lui ont fait du tort. Et la première personne sur sa liste, c'est In-dong. Plus tard, cette nuit-là, on voit In-dong et ses hommes ratisser la forêt pour tenter de retrouver le corps de Tae-woo. Mais ils ont bien du mal à le trouver.
Indong commence à s'énerver parce qu'il ne comprend pas pourquoi c'est si compliqué de trouver un simple cadavre dans la forêt. Soudain, il tombe sur Taiyou, assis en position de méditation, et ils sont surpris, mais pas vraiment effrayés de le voir en vie. L'un des soldats remarque qu'il se passe un truc bizarre avec Taiyou, et il attire l'attention d'Indong sur ce point. Ils peuvent voir une aura verte enflée autour de lui, et ils se demandent si c'est une réaction au mana. Ils ne comprennent absolument rien à ce qu'il se passe. Mais Taiyou reste là où il est, sans bouger d'un pouce, totalement concentré sur sa méditation. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Taiyou était en train d'accumuler de l'énergie interne en utilisant l'essence de poison et pas le mana. La simple vue du gars met Indong hors de lui, et il ordonne à ses hommes de le buter avant qu'il ne devienne un vrai problème. L'un des soldats sort son arme et s'approche de Taiyou. Mais au moment où il s'apprête à le frapper, l'essence de Taiyou s'éveille et il dévie la main du type pour qu'elle percute l'arbre derrière lui. Les soldats sont bluffés par la vitesse de réaction de Taiyou. Et Taiyou est tout aussi choqué qu'eux, car il pige enfin que ce qu'il utilise, c'est de l'énergie interne. Taiyou serre le poing, car il a enfin trouvé un pouvoir qu'il peut utiliser pour se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Taiyou finit par se ressaisir et il taquine Indong en lui disant que c'est un plaisir de le revoir. Indong répond nonchalamment, disant à Taiyou qu'il n'a rien d'exceptionnel car même s'il s'est éveillé, il n'a aucune marque. Taiyou ricane en entendant ça car il se rend compte de son ignorance. Apparemment, les éveillés sont divisés par rang, de maître à utilisateur. Il y a donc maître, expert, régulier, débutant et enfin utilisateur. Il s'avère qu'après un éveil, une marque de rang apparaît sur le visage. Et à en juger par la marque sur le visage d'Indong, il est actuellement un débutant. Pour le dire en termes de Murim, le mec n'est qu'un artiste martial de 3e zone. Et d'un point de vue de talent, Teju peut voir que le type n'est pas si ouf que ça. Teju lui demande alors s'il a fini de dire ses dernières paroles, mais Indong pense que ce n'est qu'un crâneur arrogant. Taiyou se prépare à attaquer et il insère des pièces entre ses doigts pour s'en servir comme projectile, rappelant à Indong ce qu'il lui a fait. Indong sort son épée, se moquant de Taiyou en pensant qu'il ne peut rien faire avec les pièces de qu'il tient. Indong assure à Taiyou qu'il va s'assurer de le buter cette fois-ci. Il ordonne ensuite à ses hommes d'attaquer Taiyou. Et même si c'est le premier combat dans son corps éveillé, Taiyou se rend compte qu'il est plutôt calme. Il est convaincu que c'est grâce au souvenir de Tang. Et même si le mana l'a rejeté, la voix du démon du poison reste en lui. Taiyou est confiant en ce qui réside maintenant en lui. Et sans hésitation, il balance les pièces sur les attaquants en utilisant l'art de la dague volante, frappe fulgurante, pas du mirage fantôme. Les pièces touchent les attaquants, les stoppant net dans leur élan, pendant que Taiyou passe à l'offensive, fonçant sur eux avec la technique de la paume empoisonnée. Il frappe Indong qui est envoyé valser au loin. Le dernier type de l'équipe est choqué de voir son chef de section se faire jeter comme une vieille chaussette. Et au lieu de se rendre, il dégaine un flingue. Il pointe le pistolet sur la tête de Taiyou à bout portant, mais au moment où il tire, Taiyou n'est déjà plus là. Taiyou le neutralise facilement en lui disant qu'il était trop lent. Après s'être occupé de tout le reste de l'équipe, Taiyou se dirige vers l'endroit où se trouve Indong. Indong gémit de douleur, demandant à Taiyou ce qu'il lui a fait, et Taiyou lui fait savoir qu'il a beau être un éveillé, c'est inutile car les éveillés sont impuissants face au poison. Alors que le poison ravage son corps, Indong demande à Taiyou comment il a pu utiliser une telle technique, car il n'a même pas de marque. Taiyou n'arrive pas à croire que ce type vient de qualifier la technique de Tang de simple compétence, et il sait que le vieil homme se retournerait dans sa tombe s'il entendait ça. Néanmoins, Taiyou demande à Indong ce que ça fait d'être de l'autre côté, car il sait à quel point c'est horrible. Un liquide noir commence à sortir de toutes les parties de son corps, et c'est à ce moment-là qu'Indong comprend qu'il est foutu. Il supplie Taiyou de l'épargner, mais Taiyou l'attrape à la gorge et le soulève avec une sérieuse intention de tuer. Voyant que Taiyou n'a aucune intention de le laisser partir, Indong essaie de jouer la carte du « tu sais qui me soutient ?» mais Taiyou s'en fout et l'étrangle à mort. Une fois qu'il a confirmé sa mort, il le laisse tomber au sol et Taiyou sourit, disant à Indong qu'il n'avait aucune intention de se laisser faire. En parlant de l'Empire Saman, c'est une nation qui a été fondée après l'apocalypse du mana et qui est une intégration des anciens territoires de la Corée, de la Chine et du Japon. Apparemment, la ville natale de Taiyou, Pu, appartient également à l'Empire Saman et c'est une petite ville très pauvre. Pendant ce temps, sur le territoire de Pu, le père de Kim apprend la tentative d'assassinat sur la vie de Taiyou. Le fonctionnaire dit à Kim qu'Indong et ses hommes ont tendu une embuscade à Taiyou lors d'une patrouille, mais que Taiyou a survécu d'une manière ou d'une autre, et qu'après avoir été officiellement démobilisé, il a disparu. De plus, il lui fait savoir qu'Indong et ses hommes ont été dévorés par des monstres en fuyant. Kim est surpris d'entendre ça, et il demande pourquoi il ferait une chose pareille. Le fonctionnaire révèle qu'il semble que ce soit un contrat commandité par des officiers affiliés aux Japonais.
Dès qu'il entend ça, il comprend qu'il s'agit de Honda Mitsui. Apparemment, Honda est la fille d'une importante famille japonaise intégrée à l'Empire Saman. Et elle est la mère des demi-frères de Taiyu, Taepyong et Taeon. Il s'avère qu'elle s'en est prise à Taiyu pour que le territoire de Paju soit transmis à ses fils compatibles avec le mana. Ce n'est un secret pour personne qu'elle avait toujours attendu la mort de Taiyu puisqu'il était un rejeté du mana. Mais comme il mettait trop de temps à crever, elle a perdu patience. Finalement, elle a été forcée de demander à son père, qui se trouve sur le territoire de Kyushu, de l'aider à organiser l'assassinat. Kim se demande pourquoi Honda n'a pas pu attendre un peu plus longtemps, puisqu'il est évident que Taiyu allait bientôt mourir. Même s'il s'agit d'une affaire sérieuse, Kim se dit qu'il doit étouffer l'affaire car Paju a besoin du soutien de la famille de Honditsu vu qu'ils sont pétés de thunes. Une fois que le fonctionnaire a terminé son rapport, Kim lui dit qu'il peut partir, promettant de s'occuper des choses à partir de maintenant. Après son départ, Kim réfléchit un peu à la situation et en conclut que Taeju va bientôt mourir de toute façon, car c'est déjà un miracle qu'il ait atteint l'âge de 29 ans. Même si les actions de Honda dépassent les bornes, Kim pense qu'il vaut mieux fermer les yeux sur toute cette histoire pour le bien de ses deux autres fils qui hériteront finalement du territoire de Pu, plutôt que Taeju qui est un mort en sursis. Puisque Taeju a déjà disparu, Kim pense qu'il ne le reverra plus jamais. Et il espère qu'il continuera à vivre le reste de sa vie en liberté, promettant de ne pas le chercher. Plus tard, à la zone frontalière du territoire de l'Empire Saman, on voit Taiyu contempler une ville appelée Guri depuis le flanc de la montagne. Il a l'air complètement scotché par la vue, et son patron décide de lui en dire plus sur la ville puisque c'est sa première fois. Apparemment, il y a 300 ans, la ville libre de Guri n'était qu'une petite ville de Corée du Sud. Mais tout a changé quand elle a été assujettie par l'Empire Song. La montagne sur laquelle il se trouve est connue sous le nom de Mont Jerry, et il y avait un nombre exceptionnel de bêtes magiques qui devaient être maîtrisées. Pour cette raison, l'empereur a désigné Guri comme base et l'a déclarée ville libre. Elle bénéficie d'exemptions de taxes sur les sous-produits de bêtes magiques, autorise certains actes illégaux et d'autres privilèges spéciaux. Grâce à la levée de ces réglementations, les éveillés ont afflué vers la ville et les subjugations sont devenues très actives. C'est ainsi que Guri est devenue une métropole prospère, produisant plus de 20% des sous-produits de bêtes magiques de l'Empire, se transformant en une terre d'opportunités pour les gens en quête d'argent. Taeju en a déjà marre de toute cette histoire et aimerait que son patron en vienne enfin au fait. Le type continue son histoire, disant qu'il y a beaucoup de criminels dangereux, c'est pourquoi il est nécessaire de rester sur ses gardes. Taeju remercie rapidement le type pour ses éclaircissements, et son patron lui fait savoir qu'il peut lui poser d'autres questions s'il y a quoi que ce soit qu'il aimerait savoir. Même si le type est un vrai moulin à paroles, Taeju n'est pas vraiment saoulé, car il sait que c'est une personne gentille qui donne de bons conseils. Il s'avère qu'après que Taiyu a survécu à la tentative de meurtre, il est parti et a coupé tous les ponts, tout en cherchant un endroit où il pourrait devenir plus fort. Au cours de sa quête, il a trouvé la ville libre de Guri. Comme l'autorité de l'Empire est de faible dans la région, Taiyu pense qu'il sera difficile pour sa famille de le retrouver jusqu'ici. En plus, la ville est pleine de bêtes magiques venimeuses et d'herbes toxiques, ce qui en fait l'endroit parfait pour qu'il s'entraîne à ses arts martiaux. Même si les arts martiaux sont encore un terme peu familier, Taiyu s'estime chanceux d'avoir eu un moment de partage d'âme avec Tang avant sa mort. Au final, tout ça, c'est grâce à Honda qui a essayé de le tuer. Comme il manque actuellement d'argent et de force pour se débrouiller seul, il progresse en travaillant comme porteur sur le mont Jerry. C'est à ce moment-là que son patron lui demande qui, selon lui, est le plus fort parmi les membres du groupe qu'ils escortent actuellement. Taiyu ne sait pas trop quoi répondre et le patron lui dit que l'épéiste Lee Hanu est de rang régulier. Il dit que Hanu a peut-être l'air jeune, mais qu'en réalité, elle est incroyable. En gros, le rang régulier, c'est un niveau au-dessus d'un débutant comme un Dong, ce qui veut dire qu'elle est plus forte que lui. Cependant, Taiyu remarque qu'il y a un schéma bizarre dans son monoflux. Soudain, elle s'effondre par terre, choquant tout le monde, et l'un d'eux aperçoit un moustique mutant quitter son corps. Le type prévient le reste du groupe en leur disant de ne pas se faire piquer par le moustique. Taiyu ne comprend pas pourquoi il panique de la cause d'un moustique. À cet instant, la mage de l'équipe dit au reste du groupe de bouger pendant qu'elle s'occupe du moustique. La mage déchaîne une boule de feu qui file en direction du moustique et elle provoque une énorme explosion quand elle atterrit enfin. Taiyu se tourne alors vers son patron pour lui demander pourquoi ils font tout un plat pour un moustique ordinaire et il lui révèle que c'est dangereux car s'il pique un éveillé, son mana disparaît temporairement. Dans les pires des cas, les gens s'évanouissent eux-mêmes, tout comme Lee Hanu, car de nombreux groupes ont déjà été anéantis par des moustiques par le passé. Le patron dit à Taiyu qu'il est compréhensible que les membres du groupe soient tous sur les nerfs.
Tayu réalise alors qu'il y a un poison dans les souvenirs de Tang qui correspond à la description du patron, et il décide de profiter de l'occasion pour examiner Anu avec l'art spirituel du poison. Tayu place sa main sur son ventre et mène son enquête. Pendant ce temps, un des membres du groupe suggère déjà au chef d'équipe de battre en retraite parce qu'ils n'ont pas de combinaison anti-insectes et il semble que toute la zone soit infestée de moustiques. Le type est d'accord avec ça vu que Lianul s'est déjà évanouie et qu'elle est, de toute évidence, la plus forte de l'équipe. Soudain, ils entendent un bruissement derrière eux et le chef d'équipe dit à ses hommes de se préparer au combat. C'est alors qu'ils voient un lapin à longue queue qui est considéré comme étant au bas de la chaîne alimentaire et qui est régulièrement utilisé dans des essais cliniques. Le chef d'équipe se moque de la menace car il n'arrive pas à croire qu'il se soit à monter la tête pour un fichu lapin. Au moment où il se retourne pour dire à tout le monde de se détendre, sa tête et celle du type à côté de lui s'envolent en un clin d'œil. La mage flippe complètement en sérieux en voyant les membres de son équipe s'écrouler au sol et il devient vite évident qu'ils sont attaqués par des orques. Voyant à quel point la situation est dangereuse, la mage dit aux autres de courir pendant qu'elle leur fait gagner du temps. Pendant ce temps, Tayu est toujours occupé à examiner le système de Anu. Tayu dit alors à son patron de partir, car il va rester en arrière pour aider la mage. Son patron essaie de lui faire comprendre qu'il n'a aucune chance dans ce genre de situation, car les orques sont plus nombreux qu'eux. Cependant, Tayu lui fait savoir qu'il se doit d'aider, et il place Anu sur ses épaules, disant à son patron de s'enfuir avec elle. Son patron essaie encore de le convaincre de fuir. Mais Tayu lui dit qu'il n'y a pas de temps à perdre et qu'il doit y aller, l'assurant qu'il veut juste fournir un léger soutien. Son patron s'enfuit alors en promettant de revenir plus tard. Une fois les autres membres partis, Tayu se rend compte que les orques ont l'air organisés. Et pendant que la mage les combat, elle réalise qu'un des orques se dirige vers Tayu. Elle redirige immédiatement son attention vers Tayu pour le sauver. Elle crée un mur de feu, mais cela la laisse à découvert face à un orque qui se tient juste derrière elle. Tayu lui dit nonchalamment de se baisser, mais l'orque est déjà sur elle, et elle est encore plus confuse par ce que Tayu lui dit. Pendant ce temps, dans le royaume céleste, Tang se remémore le mois qui vient de s'écouler depuis son arrivée. Grâce à sa rencontre avec Tayu, il a pu atteindre l'ascension qu'il désirait tant. Mais à sa grande déception, le royaume céleste n'est pas si génial que ça. C'est en gros un royaume prison où les immortels passent leur temps à déconner. Et il en a déjà marre de voir les autres immortels tarés se comporter comme des gamins. Il les traite de bêtes sans gêne, vu qu'il a gâché des années juste pour atterrir dans un endroit pareil. Cependant, il est heureux d'avoir rencontré Tayu, car c'est la connexion avec lui qui lui a donné la chance d'atteindre le royaume céleste. En gros, ils partagent de la même âme et il a pu devenir un maître du monde des arts martiaux, tandis que Tayu était dans son ombre. Puisque son pouvoir réside maintenant en lui, Tang espère que Tayu trouvera un certain niveau de bonheur. Tang se dit que Tayu devra atteindre les 7 étoiles s'il veut surpasser les hommes puissants sur Terre. Avec ça en tête, Tang espère que Tayu grandira aussi vite que possible, et si le destin le veut, ils pourraient se revoir. En fait, il pense déjà à de nouvelles choses à apprendre à Tayu quand ils se reverront. Il est en pleine méditation quand il se prend un coup derrière la tête par l'un des épéistes immortels. Tang ignore immédiatement ce qu'il faisait et se lance à la poursuite du type, en menaçant de lui faire sa fête. De retour sur Terre, Tayu réalise que la mage n'arrivera pas à bouger à temps et il passe à l'action. Il bondit vers elle, visant à tuer l'orque avant qu'il ne l'atteigne, mais il finit par l'assommer au passage. Tayu décide alors qu'il est temps de montrer aux orques les techniques qu'il a apprises et il leur lance des pièces à une vitesse fulgurante. Étonnamment, les orques n'ont aucune riposte à ces attaques de lancer et il réussit à tous les éliminer en une seule attaque. Tayu est content de lui, mais il se retrouve ensuite à ne pas savoir quoi faire de la mage car il l'a assommée en essayant de l'aider. En même temps, il est bien content qu'elle soit dans les vapes parce qu'il n'a aucun intérêt à ce que sa force soit découverte. Il sait que ça va paraître super bizarre qu'un simple porteur ait pu se charger d'une bande d'orques et ça pourrait même remonter aux oreillas de son père. Tayu se dit qu'il doit quitter la scène avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Teju sourit. Il ne pensait pas avoir ce genre de problème alors qu'il y a à peine un mois, il n'était qu'un simple déchet du mana. Il est bien obligé d'admettre que sa rencontre avec Tang a tout changé pour lui. Il sort sa bourse avec l'intention de ramasser les pièces avant que quelqu'un n'arrive. En ramassant les pièces, il se rend compte à quel point c'est galère de devoir les récupérer une par une. En plus, il doit penser au coût de production, parce que jeter ses projectiles après chaque combat, ça va finir par chiffrer. Apparemment, il pourra récupérer ses projectiles automatiquement quand il atteindra la 7e étoile, ce qui signifie qu'il doit trouver un moyen d'accélérer sa progression. Après avoir fini de ramasser celles qui sont par terre, il se rend compte qu'il lui manque une pièce. Mais il sait où il l'a lancée, alors il se met à sa recherche et la trouve rapidement, plantée dans un arbre.
Il est en train de la récupérer quand il remarque un des moustiques mutants et il s'en saisit avec son aura. D'après les recherches qu'il a faites, il s'avère que lorsque le poison du moustique circule dans le corps, l'énergie interne se disperse. Pour un éveillé, son mana disparaîtrait temporairement. Et comme il s'en doutait, le poison du moustique est similaire au poison de dispersion d'énergie du murim. Cependant, c'est incomparable avec ce qui se passe là-bas car dans ce monde, c'est un poison dangereux et incurable. Malheureusement, comme il n'existe aucun antidote, tous les chasseurs sont censés porter un équipement de protection. Teju est persuadé qu'il peut utiliser les connaissances de Tang pour créer un remède similaire à un antidote s'il arrive à découvrir la composition exacte du poison. Pour ça, il devrait trouver sur Terre des herbes avec des composants similaires à celles du murim. Et en plus, il n'a pas d'autre choix que de manger le moustique. Et sans hésiter une seconde, il gobe le moustique. Alors qu'il le sent descendre dans sa gorge, il pousse un soupir de soulagement car la composition était similaire. Et s'il arrive à trouver les bonnes herbes, sur la montagne, il pourra fabriquer l'antidote. Teju sourit, car il vient de trouver un moyen de se faire du fric qui sera, de toute évidence, rentable. Il est super impatient de rentrer pour tester ça. Mais soudain, une silhouette imposante apparaît devant lui. Et ce monstre est un orc d'élite terrifiant qui lui glace le sang. L'orc regarde Teju de haut et marmonne les mots « Tu es humain ». Ça ne fait qu'ajouter au mystère, car non seulement il est immense, mais en plus, il peut parler. Teju réalise qu'il vient de tomber sur la version éveillée d'une bête magique. Teju est persuadé qu'il se passe quelque chose de louche dans cette montagne parce que les orques ne sont même pas censés se trouver dans le secteur. Teju est encore en train de réfléchir à ça quand l'orque abat sa hache géante sur lui, le forçant à bondir en arrière, en vitesse. L'orque retire sa hache, laissant un cratère énorme dans le sol qui fout une trouille monstre à Teju. Il réalise que le monstre est de rang expert, ou même supérieur à en juger par sa puissance d'attaque écrasante. Teju craint que ses attaques ne fonctionnent pas sur le monstre, mais pour en avoir le cœur net, il décide de commencer par une attaque pour tâter le terrain. Teju lance des pièces sur l'orque visant directement la tête, mais les défenses derrière de la créature désintègrent les projectiles, ce qui confirme les craintes de Teju. Il comprend que sa technique de l'explosion de dague sera encore plus inutile contre l'orque, puisqu'elle disperse ses attaques. Il ne lui reste plus qu'à tenter l'attaque de la paume empoisonnée du seau de sang en espérant que ça fonctionnera. L'orque pousse alors un rugissement terrible qui glace le sang de Teju, le faisant hésiter un instant. Teju réalise vite quel lâche il est, à douter de lui-même devant un ennemi juste parce qu'il n'a pas pu le battre d'un seul coup. Teju a honte de lui et il sait que Tang serait déçu s'il le voyait dans cet état. Il réalise qu'il a pris la confiance parce qu'il s'est débarrassé de la meute d'orques trop facilement. À cet instant, Teju rassemble son courage pour combattre l'ennemi jusqu'à ce qu'il l'abatte. Il fonce vers l'orque, sa paume empoisonnée en avant. L'orque lève aussi sa hache avec l'intention de découper Teju dès qu'il approchera. Sa hache finit par bloquer le passage de Teju, qui essaie de forcer de toutes ses forces, ce qui provoque une puissante explosion. Au final, Teju ne réussit qu'à fissurer la hache, et il n'arrive même pas à atteindre le corps de l'orque pour lui faire des dégâts. Même si tout semble jouer contre lui, il n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Il songe à attaquer l'orque sans relâche jusqu'à trouver une ouverture. Soudain, une lame sortie de nulle part découpe l'orque en 1000 morceaux, comme s'il était en papier. Teju est choqué jusqu'à la moelle en voyant ça parce que la personne capable d'abattre un orque d'élite aussi facilement, ce n'est pas n'importe qui. Teju voit une silhouette au loin et il sait que le mec doit être au minimum de rang maître. Teju a le seum de ne pas avoir pu se tirer avant que quelqu'un d'autre ne débarque. Teju se demande quelle excuse il va bien pouvoir sortir au type. Et il est encore en train d'y penser quand le mec le traite de merdeux en lui demandant si c'est lui qui a buté les orques. Le type ajoute qu'il n'y a aucune marque sur le visage de Teju, ce qui veut dire qu'il n'est certainement pas un éveillé. Du coup, il veut savoir comment un gars comme lui a pu dézinguer toute une meute d'orques. Teju est cloué sur place, il ne sait absolument pas quoi répondre. Apparemment, ce type est Lee Young-Hawk, le maître de la guilde Nogodan et l'un des membres du comité permanent de la ville. Rien qu'à la façon dont Young-Hawk parle avec autorité, Teju comprend direct que ce n'est pas un Pékin moyen, ce qui veut dire qu'il va devoir faire super attention à ce qu'il dit. Teju commence par remercier Young-Hawk de l'avoir sauvé. Et pile au moment où il s'apprête à se présenter, son patron débarque et lui coupe la chic. Le patron est content de voir que Teju est sain et sauf et Teju s'empresse de donner tout le crédit à Young-Hawk en disant que c'est grâce à son arrivée au bon moment. Son patron se retourne et réalise qu'il parle de Young-Hawk. Young-Hawk oublie la question qu'il était en train de poser et ordonne à l'équipe de nettoyage de déblayer les déchets. Le patron de Teju lui explique alors que, comme la ville est une cité franche, elle est dirigée par le comité autonome et non par la famille impériale. Il lui dit que Young-Hawk est l'un des 3 membres permanents qui détiennent le droit de vote et qu'il est le chef de la guilde Nogodan responsable de la sécurité.
En plus, c'est un éveillé de rang maître, et les porteurs comme eux paient en fait une taxe à sa guilde en échange de leur protection. Young-Hawk dit immédiatement au type de faire gaffe à ce qu'il raconte. Après le départ de Young-Hawk, le patron de Taeju lui dit de faire en sorte de ne jamais se mettre Young-Hawk à dos. Taeju est surpris de recevoir un avertissement en personne de son patron à propos de Young-Hawk et lui demande si le mec est si terrible que ça. Son boss lui explique que Young-Hawk n'est pas seulement le capitaine de la sécurité en titre, mais qu'il accepte aussi des pots de vin des sales types pour fermer les yeux. Le patron de Taeju lui fait comprendre qu'en gros, le type fait des patrouilles juste pour la frime ou pour sa réputation. Apparemment, il était pressé et lui est rentré dedans, c'est pour ça qu'il l'a interpellé. Sinon, il aurait appelé quelqu'un d'autre. Comme les maîtres éveillés sont considérés comme des catastrophes naturelles, le patron de Taeju lui dit que ce serait une bonne chose pour lui de ne pas se mettre Young-Hawk à dos. Le mec suggère alors qu'il plie au bagage et quitte la zone. Taeju acquiesce, mais au fond de lui, il est inquiet car il sait qu'il aurait pu y passer si Young-Hawk n'était pas intervenu au bon moment. Il se rend compte que ça fait plus d'un mois depuis sa rencontre avec Tang et il est déçu de ne pas être devenu plus fort depuis. Il s'en veut à mort d'être devenu arrogant juste parce qu'il a obtenu du pouvoir facilement en battant quelques éveillés au passage. Taeju y réfléchit très sérieusement et après s'être bien pris la tête sur le sujet, il décide que les choses vont être complètement différentes à partir de maintenant. Il décide qu'il va devenir vraiment fort pour éviter que ce qui vient de se passer ne se reproduise. Un mois plus tard, on voit Taeju en train de parler de la ville. Il pense que même si les infrastructures de la ville sont plutôt bien établies, il manque encore quelques trucs. Et l'exemple parfait, ce sont les hôpitaux. Parce que c'est une ville dangereuse, les médecins viennent rarement ici et les quelques-uns qui sont là sont des fugitifs qui ont causé des problèmes ailleurs. Du coup, les citoyens les évitent comme la peste. Résultat, les pharmacies et les drogueries sont les endroits où tout le monde va. Grâce à ça, les pharmaciens de la ville sont autorisés à délivrer des ordonnances et ils peuvent prescrire ou vendre des médicaments approuvés par la FDA de l'Empire ou le comité autonome. Grâce à ça, le business cartonne. Et c'est même plus logique d'acheter des médicaments qui ont fait leurs preuves plutôt que de se fier à un hôpital pas digne de confiance. C'est pour ça que Taeju a développé l'antidote pour le moustique mutant à 3 bandes et qu'il est là pour le vendre. Taeju a bossé là-dessus tout le mois dernier tout en travaillant comme porteur le jour pour gagner de l'argent et en rassemblant les ingrédients pendant son temps libre. En plus, il pratique aussi les arts martiaux la nuit et comme il faut un contrôle hyper délicat pour fabriquer l'antidote, il était impératif qu'il atteigne la 3e étoile de l'art de l'esprit du poison. Grâce à ça, il a réussi et il est persuadé qu'il ne se fera plus marcher sur les pieds. En plus, si l'affaire sur laquelle il bosse se conclut, il n'aura plus à s'inquiéter pour l'argent non plus. Taeju est convaincu qu'il a enfin trouvé un moyen de devenir riche. Et sur ce, il entre dans une pharmacie connue sous le nom de la pharmacie de Beck. Il s'approche de l'employé, et alors que la dame essaie de lui dire ce qu'ils ont en magasin, Taeju lui coupe la parole en lui disant qu'il aimerait voir le propriétaire. L'employé est perplexe, et Taeju lui dit qu'il n'est pas là pour acheter quoi que ce soit, mais pour vendre. L'employé se met à rire, mais un homme à l'arrière interpelle Taeju, révélant qu'il est le propriétaire, Beck Hong. Taeju dit alors à Beck qu'il était là pour vendre le médicament qu'il a fabriqué. Mais Beck n'est pas vraiment impressionné, car il pense que Taeju n'est qu'un camelot de plus. Il dit à Taeju qu'il n'est pas intéressé par ce qu'il a apporté et lui suggère de partir. Il dit à Taeju que s'il veut se faire de l'argent, le marché du travail est ouvert pour lui. Taeju sort alors une bouteille de son sac, révélant que c'est un antidote pour le moustique mutant à 3 bandes. Ça capte immédiatement l'attention de Beck, le forçant à demander à Taeju de répéter. Taeju lui dit avec assurance ce qu'il y a dans la bouteille et il explique que ça se prend par voie orale. En plus, on peut même le boire à l'avance et l'effet dure jusqu'à 10 heures. Beck hurle sur Taeju, lui disant d'arrêter ses blagues à propos d'un antidote contre les moustiques. Cependant, Taeju ignore ses plaintes et pose 2 autres bouteilles sur la table, lui disant de les tester et de le contacter s'il est intéressé. Par contre, il lui fait savoir qu'il a jusqu'à minuit et il laisse ses coordonnées. Cependant, sur ses coordonnées, il a changé son nom en Hunsu pour éviter qu'on puisse remonter jusqu'à sa véritable identité. En sortant du magasin, il dit à Beck qu'il va proposer le produit à une autre pharmacie s'il n'a pas de nouvelles de lui avant l'heure convenue. Un grand gaillard, qui est un éveillé, Park Jin-soo, est présent dans la pièce quand tout ça se passe et il demande à Beck s'il croit vraiment Taeju. Il s'avère que le mec prend beaucoup de potions et sans perdre une seconde, il attrape une des bouteilles que Taeju a laissées. Beck dit qu'ils sauront si Taeju est un arnaqueur ou non seulement après l'avoir testé. Au fond de lui, Beck n'a pas beaucoup d'espoir vu que les meilleures sociétés pharmaceutiques de l'Empire ont déjà abandonné l'idée de fabriquer un antidote contre les moustiques à cause de la difficulté de sa fabrication.
Cependant, Beck pense aussi qu'il y a un truc qui cloche avec Taiyou parce qu'il déborde de confiance. Avant que Beck n'ait eu le temps de réagir, Park boit l'antidote, prétextant que c'est lui qui a dit qu'il fallait le tester. Beck l'engueule, le traitant de toxico, tout en lui demandant pourquoi il boirait un truc qui n'a pas encore été testé. Cependant, Park affiche une mine déçue après l'avoir consommé. Il révèle que ça a juste le goût de l'eau et qu'il n'y a rien de spectaculaire. Beck est surpris d'entendre ça, mais il rappelle à Park qu'il est un accro aux potions et il lui demande s'il ressent la moindre énergie médicinale. Park dit qu'il ne sent rien et comme c'est un expert en potions, il est quasiment sûr qu'il aurait senti une sorte d'énergie après avoir bu ce soi-disant antidote. Park jette la bouteille à la poubelle en disant qu'en gros, il s'est fait de faux espoirs pour rien. Et il dit à Beck de jeter le reste parce qu'ils ont la confirmation que Taiyou est un escroc. Beck se demande alors si Taiyou est vraiment un arnaqueur et il fixe les autres bouteilles qui sont dans la boîte de médicaments qu'il tient à la main. Juste à ce moment-là, Park annonce qu'il sort chasser pour attraper des grenouilles. Et pendant qu'il prend le matériel dont il a besoin, Beck jette les autres bouteilles et les coordonnées de Taiyou à la poubelle. Beck est déçu de toute cette histoire et il s'en veut même d'avoir cru que Taiyou aurait pu développer un antidote contre les moustiques. Plus tard, on voit Park et ses hommes en train de galérer contre une bande de belettes monstrueuses. Les membres de son équipe suggèrent qu'ils battent en retraite parce qu'ils sont déjà empoisonnés par le venin de moustiques. Park est d'accord avec eux mais suggère qu'ils tiennent le coup jusqu'à ce qu'il ait abattu le monstre en face de lui. Park, qui est le tank de l'équipe, se tient derrière son bouclier dans le but de résister contre ces satanés monstres. À ce moment-là, des moustiques mutants se posent sur sa peau. Et il commence à paniquer car s'il se fait piquer, le venin va s'accumuler et son mana se dispersera, ce qui le mènera à la paralysie. Sans l'ombre d'un doute, il sait que son équipe se fera décimer s'il tombe dans les pommes, vu qu'il est le seul à la faire tenir. Pour ne rien arranger, son bouclier s'affaiblit déjà, le laissant se demander s'il n'a pas été empoisonné par les moustiques. Park se demande bien comment tout a pu dérailler, car il savait qu'ils se rendèrent dans une zone infestée de moustiques. C'est même pour ça qu'il portait des combinaisons anti-bestioles. Cependant, ces satanées belettes, aux dents acérées, ont débarqué de nulle part, en plein terrain de chasse à la grenouille mutante. Les attaques des belettes ont bousillé leurs combinaisons et le chef d'équipe, distrait, s'est fait toucher en faisant n'importe quoi. Après s'être fait piquer par les moustiques, ils ont bien tenté de battre en retraite. Mais les belettes leur ont bloqué la sortie, ne leur laissant d'autre choix que de risquer leur peau et de se battre. Park espère qu'il arrivera à buter le monstre en face de lui pour pouvoir mettre tout le monde en sécurité. Mais soudain, le pire scénario imaginable se produit. Sorti de nulle part, une des belettes lui fonce dessus et fait voler son bouclier en éclats avec sa queue tranchante comme une lame. Ça le laisse complètement à découvert. Mais c'est là qu'il pige que seul le renforcement du bouclier a lâché, mais qu'il n'a perdu aucune force et que son mana est également intact. C'est alors qu'il se souvient avoir pris un antidote et, à en juger par la situation, il semblerait bien que celui-ci soit authentique. Il chasse rapidement toutes les pensées parasites pour pouvoir se concentrer, car si l'antidote est réel, il a une véritable chance de s'en sortir. Il dégaine sa lame géante et bondit avec assurance vers la belette. Plus tard dans la nuit, Park se précipite à la pharmacie de Beck, hurlant son nom tout en lui demandant combien coûtait l'antidote qu'il a bu le matin même, parce qu'il aimerait tout acheter. Quelque temps plus tard, on voit Taiyou se promener dans le marché central de la ville, où il voit une tonne de choses exposées. Il a vécu à Pu toute sa vie, et voir le marché de Gouri change vraiment sa perspective. Taiyou est content de prendre sa journée, car il a trop forcé en créant l'antidote, vu qu'il a dû absorber un tas de poison. Il doit donc se reposer et digérer le poison pendant un moment. Avant ce jour, il avait signé un contrat avec Beck. Beck était fou de joie en se préparant à signer, disant à Taiyou que ce médicament allait révolutionner la chasse aux bêtes magiques sur le mont Jerry. Beck a failli se tirer une balle dans le pied à cause de son excitation en révélant qu'il avait même traité Taiyou de taré quand il avait apporté l'antidote à sa boutique pour la première fois. Taiyou lui demande ce qu'il veut dire par là, mais il se rattrape vite et lui demande combien il a de stock. Taiyou révèle qu'il y a environ 60 000 bouteilles et Beck lui demande ce qui se passerait si tout était vendu. Taiyou l'assure qu'il peut en produire plus sans perdre de temps et Beck, tout excité, lui présente le contrat. Beck avait fixé le coût de production officiel à 10 000 wons par bouteille pour qu'elle puisse être vendue 50 000 wons et cela incluait la condition qu'il s'occupe de toutes les autorisations et des procédures de brevet pour Taiyou. Taiyou est sur le cul quand il voit ça car le coût de production réel est de moins de 10 wons par bouteille. Taiyou admet que le prix est bon et il dit à Beck qu'avec le stock initial de 60 000 bouteilles qu'il a, le tout s'élève à 3 milliards de wons. Beck lui dit qu'il doit retirer les 10% de taxes, ce qui ramène le tout à 2,7 milliards de wons. Taiyou est encore plus impressionné qu'il n'y ait que 10% de taxes, ce qui montre bien à quel point la ville est libre. Taiyou
suggère alors de faire les choses autrement, et il dit à Beck qu'il va lui accorder un contrat d'exclusivité d'1 an tout en lui fournissant l'antidote à 35 000 won la bouteille. Beck est surpris d'entendre ça et il dit à Taeyou qu'il n'est pas obligé de lui vendre l'antidote à un prix aussi bas. Taeyou dit à Beck qu'il a entendu dire qu'il gérait un orphelinat, parce que les rumeurs courent dans toute la ville qu'il est le père de tous les orphelins. Il a aussi entendu dire qu'il finançait l'orphelinat avec les bénéfices de sa pharmacie. Donc, il essaie seulement de l'aider à alléger son fardeau. Cependant, en échange, il veut juste que Beck lui fournisse un endroit où il pourra fabriquer l'antidote. Avec des larmes de joie, Beck assure à Taeyou qu'il a l'endroit parfait qu'il peut utiliser. Sur ce, les deux hommes se serrent de la main et signent le contrat. C'est après avoir signé le contrat et reçu une avance conséquente que Taeyou a décidé de prendre sa journée et de visiter le célèbre marché de Gouri pour s'acheter de l'équipement. Taeyou se promène dans le marché quand il est accosté par un type chauve un peu bizarre qui lui demande s'il a besoin d'une arme. Taeyou est confus et demande au chauve s'il est sérieux en lui parlant. Le mec dit que oui, révélant que sa boutique est juste au coin de la rue, et assure à Taeyou qu'il pourra trouver tout ce qu'il cherche dans son magasin. D'ailleurs, il promet de faire une réduction à Taeyou parce qu'il est beau gosse. Taeyou est mal à l'aise avec ce type et lui dit de ne pas s'en faire, prétextant qu'il n'a besoin de rien. Au moment où il s'apprête à partir, il se fait attraper par le type qui lui dit de jeter au moins un coup d'œil en lui assurant que ça ne lui coûtera rien. Il continue en disant des trucs bizarres comme quoi Taeyou devrait le suivre jusqu'à chez lui, un endroit rempli de rêves et de romances. Taeyou de son côté est en train de flipper, car le type est censé être un forgeron, mais la force de sa poigne est un truc de dingue. Il se fait traîner par le type alors qu'il a déjà atteint la 3e étoile, ce qui l'amène à se demander si ce type n'est pas en fait un maître artisan. Quelques instants plus tard, ils arrivent à l'atelier du type et Taeyou est complètement bluffé par les armes incroyables qui se trouvent dans l'atelier. Il lui demande s'il a tout fabriqué lui-même et le type lui assure que oui. Tout en disant à Taeyou qu'il est le meilleur de la ville, Taeyou utilise ses yeux d'observation pour examiner les armes et il confirme que le type ne bluffe pas, ce qui lui fait penser qu'il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. Puisqu'il a confirmé qu'il est bon dans son travail, il sort un papier pour illustrer ce qu'il veut, lui demandant s'il peut en fabriquer 100. Le forgeron y jette un œil et se rend compte qu'il s'agit de dagues volantes en feuilles de saule, mais il pense qu'elles sont trop petites pour être des couteaux de lancer. Il demande à Taeyou s'il a l'intention de les utiliser lui-même. Il dit aussi à Taeyou que les couteaux doivent être fabriqués en monastèle s'il veut qu'ils fassent des dégâts une fois lancés. Taeyou lui demande alors s'il peut les fabriquer et il répond que oui, mais il le prévient que ça va prendre du temps à cause d'un manque de matériaux. Il demande à Taeyou si ça lui va, et Taeyou répond que oui, tout en demandant combien ça va lui coûter. Le forgeron fait ses calculs et annonce la douloureuse « ça revient à 250 millions ». Cependant, il informe Taeyou qu'il n'a qu'à verser un acompte de 10% ce jour-là. Taeyou s'attendait bien à ce que les armes soient chères, mais le prix est quand même salé pour 100 armes cachées à usage unique. Taeyou dit alors au mec de ne pas s'en faire, l'assurant qu'il va tout payer, sur le champ. Il lui donne son adresse en lui disant de lui envoyer le premier exemplaire dès qu'il sera prêt. Après avoir quitté les shops du forgeron, Taeyou se dit que la prochaine étape sur sa liste est une armure, maintenant qu'il a réussi à se procurer des armes. Taeyou réalise qu'il a besoin d'une tenue qui lui permettra de coudre des poches sur ses vêtements afin de pouvoir se balader avec d'innombrables poisons et armes cachées, tout comme Tang. Il s'imagine porter une longue robe comme Tang, mais il abandonne vite l'idée car il réalise à quel point ce serait la honte. Du coup, la meilleure option, c'est de rester sur un style moderne. Taeyou est en train de réfléchir à ses options quand il est soudainement abordé par une vendeuse qui bosse pour la boutique Flame. Elle lui dit qu'ils viennent de sortir une nouvelle ligne d'armures en cuir de bête magique et qu'ils ont aussi des manteaux en vitrine ce jour-là. Elle propose à Taeyou de venir jeter un œil et celui-ci prend le catalogue qu'elle lui tend pour checker le manteau. Il se rend compte que c'est un manteau fait en cuir de bête magique et que ça pourrait carrément le faire à la place d'une longue robe. Pendant ce temps, on aperçoit 2 jeunes femmes dans un tramway en train de visiter la ville. Elles repèrent au loin le château de la ville, un château réservé uniquement aux gens riches et puissants. Il s'avère qu'on ne peut y accéder que par bateau car tous les ponts sont bloqués. La fille aux cheveux gris est l'héritière du groupe Bagdou et elle s'appelle Jang Yoni. Elle est aussi élève officier à l'académie militaire et elle n'est pas vraiment impressionnée de voir comment les puissants se planquent sous prétexte de sécurité. La femme aux cheveux orange qui l'accompagne est son assistante et elle demande à Yoni si elle a vraiment fait tout ce chemin jusqu'en ville juste pour un manteau en cuir de renard. Yoni lui répond que ce n'est pas n'importe quel cuir de renard, mais du cuir de renard d'illusion de Sibérie. Elle mentionne que la population de ces renards est très faible et que leur chasse est difficile, ce qui rend leur cuir extrêmement rare.
Elle ajoute que l'armure fabriquée avec ce cuir a une excellente défense, mais qu'en plus, elle tient frais en été et chaud en hiver. Son assistante est bluffée par tout ça et elle reconnaît que ça vaut vraiment le coup, car ça a l'air d'être un matériau rare et difficile à trouver. Ça rappelle alors à son assistante que son grand-père lui a envoyé une carte noire en lui assurant qu'elle pouvait l'utiliser sans compter. Cependant, Yoni refuse la carte disant qu'elle utilisera son propre argent. L'assistante n'est pas surprise, car Yoni est connu pour son indépendance. Quelques instants plus tard, le tramway s'arrête au marché de Gouri. On annonce aux passagers de descendre et les deux jeunes femmes sortent du tram. Yoni suggère d'aller directement à la boutique car elle voudrait voir la marchandise en vrai sans perdre de temps. Au même moment, Teju venait juste d'être redirigé vers cette même boutique. Et en entrant, il tombe sur une femme rousse qui s'occupe de Yoni et de sa secrétaire. Il se manifeste pour signaler sa présence, révélant qu'on l'a envoyé ici depuis l'extérieur. La rousse demande alors à Yoni de lui accorder une minute, mais la secrétaire de Yoni s'inquiète déjà que Tayu soit là pour le manteau qu'elle prévoit d'acheter. La rousse s'approche de Tayu pour l'accueillir, mais elle remarque soudain quelque chose. Il s'avère qu'elle sait qui est Tayu, mais lui, il ne la reconnaît absolument pas. La jeune femme lui explique alors qu'elle était la mage qui faisait partie du même groupe lors de l'attaque des orques, il y a un mois. Tayu finit par se souvenir d'elle et lui demande ce qu'elle fait dans cette boutique. La mage révèle que travailler dans la boutique est en fait son boulot principal et qu'elle ne participe à la chasse aux monstres que comme un petit extra quand elle a du temps libre. La mage dit à Tayu qu'elle est contente de le croiser ici, parce qu'elle le cherchait. Nerveux, Tayu se retourne pour partir en lui demandant pourquoi elle le chercherait. Il lui rappelle qu'elle en a bavé pendant la mission, mais vu qu'elle a l'air en pleine forme, il aimerait bien que ça continue comme ça. Apparemment, Tayu lui avait attribué tout le mérite de la défaite des orques à l'époque parce qu'il ne voulait pas attirer l'attention sur lui. Il sait qu'il y a un risque que la vérité éclate après son réveil, mais il était aussi prêt à plier bagage si c'était arrivé. Teju se dit que le mieux, c'est de se tirer avant qu'elle ne commence à poser des questions sur ce qui s'est passé. À ce moment-là, la jeune femme l'attrape et le supplie d'attendre une minute. Elle demande alors à Tayu si c'est lui qui l'a sauvée, parce que la guilde Nuden lui a demandé si elle s'était évanouie par épuisement de mana après avoir tué les orques. La jeune femme comprend que c'est Tayu qui a inventé ça, et en gros, elle a juste joué le jeu. La mage dit alors à Teju qu'elle ne sait pas pourquoi il l'a aidée, mais qu'elle lui en est reconnaissante. Elle mentionne que c'est grâce à Tayu qu'elle a pu récupérer les corps de leur chef d'équipe et de son compagnon. La jeune femme s'effondre en larmes en remerciant Tayu pour son aide. Ce qui laisse Tayu complètement désemparé car il ne sait absolument pas comment gérer ce genre de situation. Il sait que c'est vrai qu'il l'a sauvée, mais il ne l'a pas fait pour elle, mais par pur désir égoïste de tester ses propres techniques. Teju presse alors la mage de se calmer tout en se demandant s'il mérite vraiment sa gratitude. La mage s'excuse si elle a rendu la situation gênante pour lui. Et à ce moment précis, la secrétaire de Yoni hurle sur la vendeuse lui demandant combien de temps elle compte faire poireauter Yoni. La vendeuse se retourne pour s'excuser et soudain, elle se met à genoux. Elle s'incline devant Yoni, lui disant qu'elle est vraiment désolée mais qu'elle ne peut plus lui vendre le manteau. La secrétaire de Yoni est furieuse en entendant ça et elle rappelle à la mage qu'elles ont déjà pris toutes les mesures, ce qui signifie qu'il ne restait plus qu'à payer, mais voilà qu'elle revient sur sa parole. La vendeuse mentionne à quel point ça a dû être compliqué pour Yoni de venir jusqu'en ville juste pour ce manteau. La mage révèle qu'elle est consciente de tous les efforts que Yoni a dû faire, mais elle leur explique que la chose la plus précieuse en jeu est le manteau qu'elles essaient d'acheter. Elle révèle qu'elle le leur aurait vendu avec plaisir un instant plus tôt, mais que dans l'état actuel des choses, il s'avère qu'elle a une autre utilisation en tête pour lui. Yoni reste sans voix en entendant cela, et la mage l'assure qu'elle la dédommagera séparément pour le dérangement, tout en répétant à quel point elle est désolée. La secrétaire de Yoni s'apprête à mater un nouvel épisode de Crashing Out quand Yanhee la stoppe net, en lui disant qu'il est l'heure pour elle de se barrer. Sa secrétaire est sous le choc qu'elle veuille partir, alors qu'elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle kiffait le manteau. Yoni lui répond que ce n'est pas grave, parce que la mage a trouvé une autre utilité au manteau. Pendant qu'elle se casse, Teju s'excuse auprès de la mage, disant qu'il a dû lui causer des ennuis parce qu'il est quasi certain que Yoni est une grosse cliente. Mais la mage lui répond que c'est plutôt à elle de s'excuser auprès de lui. Du coup, Teju lui demande pourquoi elle a soudainement changé d'avis et décidé de ne pas vendre le manteau. La dame est surprise que Teju lui pose une question pareille et elle lui demande si on lui a déjà fait remarquer à quel point il était bête. Teju, fidèle à lui-même, répond que non, révélant que la mage est la toute première personne à lui dire un truc du genre. La mage n'en revient pas que Teju n'ait toujours pas pigé ce qu'il se passe. Elle est obligée de lui faire un dessin, lui révélant qu'elle lui donne le manteau, ce qui choque complètement le mec. Il lui demande ce qu'elle veut dire par là, et la mage explique qu'elle veut le remercier de lui avoir sauvé la vie en lui donnant le manteau en cuir de renard argenté.
Teju répond qu'il ne peut pas l'accepter tout en avouant qu'il ne l'a pas sauvée avec de bonnes intentions, que les choses se sont juste passées comme ça. La mage lui explique que ses intentions, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'elle est en vie. Et c'est grâce à lui. Elle dit à Teju que s'il se sent si mal que ça, il n'a qu'à sauver plus de gens à l'avenir pour que des personnes comme son amoureux soient peut-être encore en vie. Teju est scotché parce que c'est la toute première fois de sa vie que quelqu'un lui montre autant de reconnaissance. Depuis qu'il est né, il n'a reçu que de la haine et des critiques, du coup il avait l'habitude. Même s'il n'a pas aidé la mage avec les meilleures intentions du monde, Teju kiffe ce sentiment que quelqu'un lui soit reconnaissant. Du coup, Teju dit à la mage qu'il va prendre le manteau si vraiment elle y tient. Elle pousse un ouf de soulagement avant de lui dire qu'il est temps de prendre ses mesures. Pendant ce temps, dans le royaume céleste, le maître d'armes, Dong Binsion, se fait chier comme un rat mort. Il se plaint que tout le monde porte les mêmes fringues tous les jours, avec la même coupe de cheveux et la même barbe blanche. Les autres n'en reviennent pas que Dongbin se plaigne d'un truc dont il est lui-même coupable. Cependant, Dongbin voit bien que Tang est différent parce que c'est le seul qui sort du lot. Visiblement, Tang s'est fait une nouvelle coupe de cheveux, expliquant que c'est un style qui vient d'un autre monde. Il a même taillé sa barbe et s'est fabriqué des vêtements que Dongbin n'avait jamais vus auparavant. Apparemment, Tang se balade avec des manteaux et les autres se demandent d'où il a bien pu tirer son inspiration. Comme Dongbin s'ennuie à mourir, il se dit qu'il pourrait demander à Tang comment on fait des vêtements. Parce que s'il arrive à changer de fringue, les choses pourraient devenir moins ennuyeuses. Et deux tarés, c'est plus drôle qu'un seul. Une fois sa décision prise, il décide qu'il est temps d'aller voir Tang. Et il est persuadé qu'une fois qu'il aura donné à Tang la pêche céleste du royaume, il se le mettra dans la poche. Pendant ce temps, à l'orphelinat de Beck, la chambre forte secrète a été transformée en labo de fabrication pour Teju. Il vient de finir un autre lot d'antidotes quand Beck l'appelle, et Teju l'assure qu'il a terminé le lot en cours. Beck est soulagé d'entendre ça et lui révèle qu'ils sont presque en rupture de stock. Il demande à Teju quand il peut envoyer l'antidote, et Teju est choqué que Beck ait déjà besoin d'un autre lot, parce qu'il vient de lui en envoyer un la veille. Beck révèle que le mot s'est passé sur l'efficacité du médicament et que les gens se ruent dessus pour l'acheter. En fait, au moment où il parle à Teju, c'est le chaos total dans le magasin car les éveillés se bousculent tous pour obtenir l'antidote. Beck révèle que certains en font même des réserves, ce qui fait que le stock fond comme neige au soleil. Teju dit alors à Beck de faire une annonce pour dire que l'approvisionnement sera constant, donc pas besoin de faire des stocks, tout en l'incitant à fixer une limite d'achat de 2 bouteilles par personne. Beck l'assure qu'il va le faire, mais il s'inquiète aussi d'autre chose. Il dit à Teju qu'il y a une possibilité que des contrefaçons apparaissent plus tôt que prévu vu la popularité du médicament. Teju rassure Beck en lui disant que ce n'est pas grave, parce que des contrefaçons pourraient apparaître à l'avenir, mais pour l'instant, il est certain que c'est impossible. Il ajoute qu'ils pourront aussi fabriquer et vendre un autre type de médicament si des contrefaçons apparaissent. Au fond de lui, Teju sait que personne ne peut copier l'antidote car il a été fabriqué avec l'esprit du poison. Beck dit alors à Teju qu'il va essayer de contrôler le volume des ventes, mais le presse de continuer à les approvisionner. Avant que Beck ne raccroche, Teju lui demande quand il compte envoyer la machine d'emballage parce que l'emballage prend en fait plus de temps que la fabrication. D'ailleurs, il a déjà emballé 20 000 bouteilles ce jour-là. Apparemment, Teju est coincé à la production depuis une semaine entière, donc il n'a pas pu rentrer chez lui. Beck l'assure alors qu'il va accélérer les choses. Plus tard, 2 des orphelins de l'orphelinat se dirigent vers la chambre forte parce qu'ils croient qu'ils t'ont enchanté certains glarois qu'un fantôme habite maintenant dans leur ancienne base secrète. Le garçon assure à la fille qui l'accompagne qu'il va virer le mec qui a piqué leur base secrète. Soudain, la porte de la chambre forte commence à s'ouvrir et une épaisse odeur immonde s'en échappe. Teju sort de la chambre forte avec des paquets de médicaments et il sourit aux enfants en les saluant. Mais les gamins flippent et se barrent en courant, hurlant qu'ils ont rencontré un fantôme puant. Teju ne comprend pas pourquoi il le traite de fantôme puant alors qu'il est juste un mec normal. Même s'il n'a pas pris de douche depuis une semaine, il ne pense pas sentir si mauvais que ça. Il se souvient alors qu'il doit retrouver son patron porteur, Monsieur O. Teju pense à prendre une douche d'abord, mais il a peur que ça le mette en retard. Il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire quand une jeune femme, qui se trouve être la fille de Beck, débarque. Les 2 enfants de tout à l'heure sont derrière elle, se cachant de Teju qu'il voit comme un fantôme vraiment très puant. La jeune femme lui dit qu'elle a entendu par son père que c'était lui qui s'occupait de l'antidote, ce que Teju confirme avant de se présenter. Il lui demande son nom et elle répond qu'elle s'appelle Beck Soyeon et qu'elle bosse à l'orphelinat. Elle mentionne que les enfants parlaient d'un fantôme dans le sous-sol et c'est pour ça qu'elle est venue vérifier. En plus, elle a un colis pour lui. Teju prend le paquet et se rend compte que c'est l'échantillon du forgeron. Il remercie So pour son aide en disant que le paquet est arrivé pile au bon moment.
So se bouche le nez en disant à Tayu de continuer à bien s'entendre avec son père, tout en lui suggérant de prendre sa douche dans la salle de bain du rez-de-chaussée avant de partir. So dit alors aux enfants qu'il est l'heure de partir, mais les enfants s'assurent de rappeler à Teju d'aller se laver. Une fois qu'ils sont partis, Teju décide de jeter d'abord un œil à l'échantillon, car il avait trop hâte de voir les dagues volantes en feuilles de saule. Il ouvre la boîte et trouve un mot posé sur les dagues. Le mot vient du forgeron qui demande à Teju de lui faire un retour après avoir utilisé les dagues. Le mec écrit d'une manière tellement romantique, montrant encore une fois son côté flippant, ce qui force Teju à déchirer le mot avec rage. Après avoir fini de mettre le mot en pièces, il examine la dague et il est content de voir qu'elle a l'air pas mal du tout, car elle est tranchante et solide. Teju la lance pour la prendre en main et il confirme que le poids et la prise sont parfaits. Vu que les dagues sont super bien réussies, Teju a trop hâte de voir à quel point le manteau sera ouf. Apparemment, la mage lui avait dit qu'elle allait lui filer le manteau gratos, tout en l'assurant qu'elle l'enverrait dès qu'il serait terminé. Cependant, Tayu a l'intention de le payer, vu que maintenant il a les thunes pour le faire. Réalisant qu'il est déjà à la bourre, Tayu décide de se manier. Mais il se souvient alors qu'il doit d'abord se laver. Peu de temps après, Tayu arrive au Mont Jerry où il retrouve O et les membres du groupe qui l'attendent déjà. Teju s'excuse d'être le dernier et demande s'ils ont attendu longtemps. Cependant, O lui fait savoir qu'il arrive pile au bon moment, parce qu'eux aussi viennent juste d'arriver. « Oh, merci Ju d'être venu alors que je te l'ai demandé si soudainement. » Ju dit à O de ne pas s'en faire parce qu'il l'a beaucoup aidé lui aussi. Du coup, une faveur comme ça, ce n'est rien pour lui. C'est à ce moment-là qu'un des membres du groupe, Jen Wanjun, s'adresse à Teju comme à un chien, le traitant de porteur de bas étage et lui suggérant de s'excuser pour son retard. Teju dit à Wei-jun qu'il dépasse les bornes avec la façon dont il lui parle, parce qu'il n'est pas arrivé en retard et qu'il ne voit aucune raison de s'excuser. Woon est vénère que Teju lui tienne tête alors qu'il n'est qu'un simple porteur. Il menace de découper Teju et ce dernier commence déjà à perdre son sang-froid, envisageant même de le buter. Il se rend compte que les autres porteurs ont dû se barrer, c'est pourquoi il s'est retrouvé comme remplaçant dans l'équipe. O chuchote alors à Tayu de ne pas faire attention à Woo-jun car il ne veut pas que l'affaire tombe à l'eau à cause du fric en jeu. Taiju reste silencieux mais Woon croit qu'il flippe de l'épée et que c'est pour ça qu'il la ferme. Même si Teju est saoulé par toute cette situation, il décide de s'excuser. Le chef d'équipe dit alors à Woon de laisser tomber, lui disant que Teju n'est qu'une perte de temps. Woon s'en va en disant à Teju de s'estimer heureux, parce qu'il était sur le point de le découper. O demande alors à Teju si ça va tout en s'excusant pour tout ça, mais Teju l'assure que c'est bon. Soudain, Taiju remarque qu'il n'y a que 7 personnes dans l'équipe, alors que c'est un raid qui nécessite au moins 15 personnes. Taiju se sent obligé d'intervenir, leur disant qu'ils ne sont pas assez nombreux dans l'équipe, même s'ils ont commencé à réduire les effectifs grâce à l'antidote contre les moustiques qui vient d'être développé. Le fait que Teju pose des questions met à nouveau Woon hors de lui et il demande à Tayu s'il cherche à crever. Tayu répond au mec qu'il n'a fait que s'inquiéter pour la sécurité des porteurs qu'il méprise tant, tout en révélant qu'il n'a aucune intention d'y aller si le raid n'est pas safe. Woon explose presque de colère et il demande à Tayu pourquoi quelqu'un qui va mourir continue de lui répondre. Son choix de mots fait immédiatement tilt dans la tête de Tayu. Woo-jun menace de buter Tayu sur le champ, mais le chef d'équipe, Kwon-dong, l'arrête en lui disant qu'il n'y aura plus personne pour porter leur sac s'il le tue. Cependant, il dit à Tayu qu'il a intérêt à la fermer, parce que s'il continue, il va le découper membre par membre et le filer à bouffer aux bêtes magiques. Kwon et Woon s'éloignent tranquillement en se moquant de Tayu. Et à ce stade, Teju les considère déjà comme morts parce qu'ils ont dépassé les bornes. Il pense même à les buter sur place, car maintenant, il en a le pouvoir. Quelques instants plus tard, Kwon dit à tout le monde de prendre l'antidote, car il est l'heure d'y aller. O s'excuse alors auprès de Teju pour tout ça, mais Teju lui dit que ce n'est rien. Cependant, il veut savoir s'ils vont vraiment y aller avec si peu de monde. O révèle que d'après les informations qu'il a reçues, il se dirige vers le terrain de chasse des belettes. Apparemment, ils ont toujours eu besoin de beaucoup de monde pour les raids à cause des moustiques. Mais grâce à l'antidote, ils peuvent enlever leur combinaison anti-insectes et aussi réduire le nombre de membres nécessaires pour un raid. O mentionne qu'il est un peu stressé, mais comme il y a 2 débutants dans l'équipe, il ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. Il donne ensuite une fiole de l'antidote à Teju en lui disant qu'il en a apporté une pour lui. Teju remercie O en prenant la fiole et il réalise soudain que son pouvoir a réussi à apporter un nouveau changement. Il se souvient de ce que la mage lui a dit sur le fait de sauver des gens et Teju réalise qu'il a réussi à sauver beaucoup de monde de la mort par les moustiques, simplement en produisant l'antidote. Teju est content de pouvoir réaliser son souhait et il réalise aussi que son nouveau pouvoir l'a également changé.
Il s'avère qu'il a déjà perdu le contrôle de ses pulsions meurtrières 2 fois à cause de Woon et des membres pourris de son groupe. Il comprend que la raison à ça, c'est la personnalité de Tang. C'est quelqu'un qui préfère tuer ceux qu'il n'aime pas plutôt que de laisser couler. Tang possède ce qu'on appelle le cœur venimeux. Et après le délire de partage d'âme avec lui, il semble que le cœur venimeux déteigne maintenant sur la personnalité de Taeju. Taeju ne considère pas ça comme un mauvais changement, vu qu'il était trop faible pour survivre dans le monde actuel. À ce moment-là, Taeju dit à Oh de rester près de lui pendant le raid, et Oh est surpris qu'un porteur sans pouvoir lui dise de rester derrière lui alors qu'il y a des éveillés dans l'équipe. Oh pense que Tayo déconne. Mais Taeju lui fait comprendre qu'il est mortellement sérieux, parce que ça fait un moment qu'il a un mauvais pressentiment venant des profondeurs de la forêt et que l'intention de tuer féroce qu'il ressent est en fait dirigée contre eux. Dans le Murim, à l'époque, Tang avait pourchassé les conspirateurs qui travaillaient avec la secte démoniaque. Une fois, Tang s'en est pris à l'un des collaborateurs. Le mec l'a supplié de l'épargner, affirmant qu'on leur avait tendu un piège. Mais ce n'est pas le genre de Tang d'écouter ça. Il mentionne qu'il est au courant que le groupe a tué d'innombrables civils pour fabriquer la pilule de sang démoniaque. En fait, le démon de la foudre, Jukchon, avait même utilisé son propre fils. Et tout ça met Tang hors de lui. Il met Juji à genoux sans aucune pitié avant de l'achever avec une attaque surpuissante, le déchiquetant tout en lui promettant de lui envoyer le reste de ses potes. De retour au Mont Jury, le groupe a réussi à buter un paquet de monstres belettes. Woon se la pète en disant que c'est super facile de dégommer les belettes vu qu'ils ne sont pas ralentis par le poids des combinaisons anti-nuisibles. Ils ont récupéré un tas de cristaux d'énergie et ça fait kiffer Woon. Il en profite pour tailler Taeju en lui disant qu'ils n'ont pas besoin d'être nombreux parce qu'ils se suffisent de déjà à eux-mêmes. Il continue de le rabaisser en disant qu'il est coincé à faire le porteur parce que c'est un gros trouillard. On sent la colère monter en Taeju et il intervient vite fait en lui tapotant le torse. Il veut que Taeju admette qu'il a tort, juste pour calmer le jeu. Mais Taeju n'en revient pas que Woon fasse son malin grâce à l'antidote qu'il a lui-même fabriqué. Il commence déjà à se dire qu'il devrait les buter, vu que ce sont déjà des cadavres en sursis. Cependant, il décide de se retenir, parce qu'il n'est pas prêt à utiliser des déchets comme eux comme cible d'entraînement pour ses dagues volantes en feuilles de saule. En gros, le groupe a pu chasser un paquet de belettes grâce à l'antidote. Mais il se demande comment ils vont gérer le vrai danger qui rôde dans l'ombre. Taeju dit alors à Oh que le carnage est sur le point de commencer et qu'il ne doit pas oublier ce qu'il lui a dit, de rester près de lui. Oh est paumé et demande à Taeju ce qui commence exactement. Taeju répond que ce n'est pas grand-chose, mais que c'est un truc connu pour être chiant à gérer sur la montagne. Une attaque de bête magique. Soudain, un loup à fourrure rouge surgit au loin et il a l'air carrément flippant. La sueur coule sur le visage d'O en le voyant, mais Taeju l'assure qu'il n'a pas à s'en faire. On ne croit pas un traître mot de ce que dit Taeju et il suggère qu'il se casse parce que c'est un monstre qui nécessite au minimum un rang régulier pour être affronté. Même si un seul est déjà un problème, la situation est toujours plus désastreuse car ils se déplacent en couple, un mâle et une femelle. Woon essaie de faire le show en balançant son épée sur un des loups, mais celui-ci esquive son attaque et, pris de panique, il appelle Kwan en lui demandant ce qu'ils doivent de faire. Soudain, Kwan tourne les talons et se barre au loin, abandonnant les membres de son équipe. L'une des membres du groupe s'approche de Woon en pleurnichant à son oreille, lui disant qu'ils sont foutus. Mais Woon lui hurle dessus en lui disant qu'ils vont juste gérer la situation comme ils le font d'habitude. Il lui dit qu'ils vont simplement jeter les porteurs en pâture, au loup, comme à pas, parce que c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Oh se tourne alors vers Taeju en lui disant de lui montrer quelque chose parce qu'il ne peut pas le croire sur parole. Taeju répond qu'il va lui montrer un truc et il sort une de ses dagues. Utilisant l'art de la dague volante, il la lance vers l'oreille droite de Woon, la lui coupe en net, et la dague va se planter dans un rocher grâce à la puissance de son élan. Oh est sous le choc en voyant ça et Taeju exprime son dégoût pour Woon et sa bande, disant que ce sont de vraies ordures. La dague que Taeju a lancée avait coupé l'oreille droite de Woon avant de frapper un rocher, frôlant de justesse Kwan qui essayait de s'enfuir. Soudain, Woon réalise que le loup qui se tenait devant lui est déjà mort et il se demande quand c'est arrivé. Il s'avère que la dague lui a découpé l'oreille, a tué le loup et a en plus empêché Kwan de se tirer. Oh se tourne vers Taeju, lui demandant comment il a pu buter le loup d'un seul coup. L'autre loup est anéanti par la mort de son partenaire, mais avant qu'il ne puisse faire un geste, Taeju déchaîne son aura, disant au loup d'être un gentil toutou, parce que s'il tente quoi que ce soit, il mettra fin à ses jours. Taeju demande alors aux éveillés si c'est ce qu'ils font à chaque fois que la situation ne se passe pas comme il l'avait prévu. Woon lui demande avec arrogance de quoi il se mêle, tout en disant qu'il est normal que les faibles meurent pour le bien des éveillés. Taeju est satisfait de sa réponse et lui dit qu'il va bientôt ressentir la même chose.
Taeju saute alors sur le rocher à côté d'eux pour avoir une meilleure vue. Il lâche le loup sur eux et dit aux éveillés de le combattre. Taeju s'assoit tranquillement comme s'il s'apprêtait à mater un film et il leur dit qu'il s'est déjà occupé d'un des loups, donc l'autre ne devrait pas être un gros problème. Kan, qui a aussi perdu une oreille, pense que Taeju déconne et lui demande s'il croit pouvoir s'en tirer après s'en être pris à des éveillés. Cependant, la femme de l'équipe supplie Taeju de tuer le loup pour eux, en lui promettant qu'ils lui paieront une grosse somme. Won dit simplement à la femme de la fermer en la traitant de pétasse. Soudain, une dague lui frôle l'oreille gauche et la lui arrache, le laissant finalement sans oreille. Taeju lui dit qu'il n'a pas besoin de ses oreilles vu qu'il a du mal à comprendre le langage humain. Avec une aura terrifiante, Taeju répète ses paroles, rappelant aux éveillés qui laissent le porteur et qu'ils sont les combattants. Vu qu'il débordait d'énergie quand il combattait des lébelettes tout à l'heure, Taeju leur fait savoir qu'il attend le même enthousiasme de leur part. Woon lui demande s'ils pensent vraiment qu'ils vont faire ce qu'il dit. Et comme ils refusent de l'écouter, il leur fait savoir que le loup, lui, a des projets pour eux. Voyant que le loup est sur le point de les attaquer, Woon se prépare à combattre, mais avant même qu'il puisse réagir, sa tête est arrachée de son cou. Kan se prend aussi pour un cador, mais le loup lui tombe dessus et l'écrase également. Les deux autres tentent alors de s'enfuir, mais le loup les liquide. Une fois qu'il en a fini avec eux, Oh remarque que la bête s'approche de lui et il appelle Taeju, terrorisé. Taeju réalise alors que la bête a pris la confiance en tuant les autres éveillés. En fait, Taeju avait l'intention d'épargner le loup car il lui avait déjà montré la différence de niveau entre eux. Puisque c'est comme ça, Taeju conclut que le loup n'a pas d'autre choix que de mourir. Il bondit vers le loup et l'écrase au sol avec sa paume empoisonnée provoquant une énorme explosion qui secoue toute la zone. Au reste, bouche bée, parce que Taeju n'avait même pas de marque, et pourtant, il est aussi fort, ce qui l'amène à se demander pourquoi putain Taeju bosse comme porteur. On commence à piger que c'est peut-être Taeju qui a vaincu les orques la dernière fois. Il réalise que Taeju a dû prétendre que c'était le mage qui l'avait fait pour pouvoir cacher ses pouvoirs. Taeju commence alors à marcher vers Oh en disant à quel point ça fait du bien d'utiliser ses pouvoirs parce qu'il est resté coincé à fabriquer des antidotes pendant un bon moment. Oh se fiche de peur car il est persuadé qu'il va mourir des mains de Taeju. Modèle. Au moment où Taeju s'approche de lui pour lui demander s'il va bien, Oh s'effondre à genoux, suppliant Taeju de lui laisser la vie sauve. Taeju rit nerveusement en disant à Oh qu'il n'a aucune raison de le buter. Oh est surpris que Taeju n'ait aucune intention de le tuer. Et Taeju l'exhorte à se relever en lui demandant s'il était blessé quelque part. Ce à quoi Oh répond que non, il va bien. Taeju lui dit alors qu'il a une faveur à lui demander et Oh lui répond qu'il n'a qu'à parler. Taeju commence par mentionner ce dont Oh vient d'être témoin, mais Oh le coupe en disant qu'il n'a rien vu du tout parce qu'il est officiellement aveugle. Taeju est content de voir qu'O est coopératif et il suggère qu'il redescendiez de la montagne. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Taeju se dit que les corps seront dévorés par des bêtes magiques, tout comme ça arrive sur le mont Sirac. Même s'il ne les a pas tués directement, mais les a conduits à leur mort, Taeju ne ressent absolument aucune culpabilité. En fait, aucune de ces deux personnalités ne ressent de culpabilité concernant la mort de ces ordures. Taeju est prêt à tuer quiconque utilise les faibles comme bouclier juste pour survivre, parce que ce sont des déchets, tout comme le clan Jude. Plus tard, à l'intérieur du château de Gouri, qui abrite le QG de la pharmacie Izilji, quelques pontes sont en pleine réunion. Ils ont le seum que plus personne ne vienne dans leur pharmacie depuis que Beck a commencé à vendre l'antidote. Le président de la pharmacie Seipyong, Nambok, mentionne qu'il possède la majorité des pharmacies de la ville, mais il n'arrive pas à mettre la main sur la pharmacie de Beck parce que le comité d'autonomie les empêche de le toucher, vu qu'il nourrit les orphelins. Lee Kilo, le président de la pharmacie Nuri, pense que tout ça c'est du pipeau, et Nambok suggère que Gilo propose une solution au lieu de juste brailler dans le vide. Josio de la pharmacie, Ijoyiji, presse les deux de se calmer et d'arrêter de se chamailler à chaque réunion. Siok suggère alors qu'ils arrêtent de tourner autour du pot et partagent simplement leurs progrès puisqu'ils sont tous dans la même galère. Ils sont tous inquiets d'avoir échoué à fabriquer l'antidote et Nambok dit qu'ils vont bientôt le créer, que ce n'est qu'une question de temps. Gilo lui hurle dessus, lui disant qu'ils savent tous que ça arrivera un jour, mais qu'ils s'inquiètent pour le présent, car ils sont sur le point de faire faillite. Suk dit alors aux deux qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire les choses à leur manière, sans se soucier du comité d'autonomie. Gilo est heureux d'entendre ça, car c'est exactement ce qu'il voulait entendre. Gilo lui demande si l'enquête est déjà terminée et Siok allume le projecteur, leur disant de jeter un œil à ce qu'il s'apprête à leur montrer. Siok leur fait savoir que la personne qui a développé l'antidote est Taeju, le fils aîné de Kim.
Comme Kim est général de brigade, Nambok craint qu'ils ne s'attaquent à une cible un peu trop grosse pour eux. Cependant, Siok leur dit que tout ce qui est en surface n'est que de la poudre aux yeux car les vraies informations sont bien plus profondes. Ils mentionnent que selon leurs informateurs Apu, Tayu est un rebut de Monora et qu'il n'a rejoint l'armée que parce qu'il s'est fait virer de chez lui. Sa mère biologique est morte et son père s'est remarié avec une nouvelle femme d'origine japonaise. Comme Tayu a déjà coupé les ponts avec sa famille, Nambok prévoit de le rencontrer d'abord, car il est convaincu que peu importe ce que Beck lui a promis, ils pourront le convaincre avec plus de pognon, et s'il finit par refuser, ils passeront simplement à leurs méthodes habituelles. Au même moment, à la base de l'armée impériale sur le mont Jerry, le commandant de la base reçoit les informations qu'il avait demandées. Apparemment, le rapport vient du comité d'autonomie et concerne entièrement Tayu. Le commandant est surpris d'apprendre que Tayu est le fils de Kim. Apparemment, ils avaient déjà demandé un contrat d'approvisionnement qui avait été rejeté faute de stock. À cause du verdict de l'empereur, ils ne pouvaient pas non plus interférer avec Guri. Alors ils avaient à simplement abandonner. Cependant, cela ouvre une nouvelle piste, et comme Tayu est le fils de Kim, le commandant pense que les choses pourraient rouler comme sur des roulettes. Il s'avère que ce type cherche à lancer une soumission à grande échelle sur le mont Jerry s'ils parviennent à obtenir l'antidote pour empêcher la vague de bêtes magiques de la montagne. Puisqu'ils sont toujours père et fils, et qu'ils ne se sont pas reniés l'un l'autre, le commandant est convaincu que l'obtention du stock est pratiquement garantie. Il se trouve que ce commandant est Jin Hung, et qu'il est aussi un éveillé de rang maître, ainsi qu'un général de corps d'armée. Il dit alors à son assistant de contacter Pu immédiatement, car il aimerait parler au général de brigade Kim. Peu de temps après, Kim reçoit un appel du général de corps d'armée concernant la production d'antidote de son fils, et sa femme est également dans la pièce lorsque l'appel arrive. Honda ne perd pas de temps à dire que Tayu est devenu un gentil garçon, et elle suggère qu'il prenne des billets d'avion pour Guri au plus vite. Elle prétend que Tayu a peu d'expérience sociale et que, comme il a beaucoup de pognon sur lui, il pourrait se faire arnaquer. Cependant, Kim dit à la femme de laisser Tayu tranquille. Elle est surprise d'entendre ça et Kim répète ses paroles en disant à Honda que Tayu a déjà été retiré de leur registre familial, donc c'est un enfant qui a quitté le nid. Honda n'est pas d'accord, disant que le registre familial c'est juste du pipeau, car personne ne peut facilement rompre un lien donné par les cieux, ce qui signifie qu'ils doivent quand même l'aider. Kim en a marre de se répéter, et il dit à Honda de laisser Tayu tranquille s'il lui reste un peu de conscience dans son cœur de pierre. Honda est choquée d'entendre ça, se demandant si Kim est déjà au courant de la tentative d'assassinat. Néanmoins, elle se dit qu'elle n'a rien à craindre, car aucune preuve ne peut remonter jusqu'à elle, vu qu'Indong est déjà mort. Honda crie sur Kim, lui disant de dire à Tayu de fournir au moins l'antidote à l'armée, car cela pourrait lui valoir une promotion puisque l'armée pense qu'il sait comment persuader Tayu. Honda lui hurle dessus, lui demandant combien de temps il pense que Kyushu va continuer à soutenir Pu, parce que Kyushu est aussi galère en ce moment. Elle mentionne que payer les frais de scolarité de Taipei-Yong et Tion est aussi difficile en ce moment. Elle essaie de lui faire du chantage affectif en disant que ces deux-là sont aussi ses enfants. Mais Kim lui dit simplement d'aller voir Tayu elle-même. Frustrée, Honda sort de la pièce en disant à Kim de faire ce qu'il veut et qu'elle aussi fera les choses à sa manière. Après son départ, Kim pousse un soupir de soulagement car il pensait que son fils était vraiment mort, vu qu'il n'avait eu aucun contact de sa part depuis des mois. Cependant, il semble qu'il vivait plutôt bien à Guri, et Kim était reconnaissant que Taiju passe le reste de sa vie de manière significative. Pendant ce temps, au marché de Guri, Taiju se dirige vers la boutique de la flamme parce qu'il a reçu la nouvelle que son manteau à 4 milliards est prêt. Il l'essaie et coup de bol, il lui va comme un gant. Le toucher est aussi super agréable et il remercie la mage pour ça tout en admettant qu'un manteau fait à partir de sous-produits de bêtes magiques, c'est clairement un autre niveau. Il ajoute qu'il est léger, mais qu'il a quand même une grosse défense et même des fonctions de régulation de température. Taiju remercie la mage de l'avoir teint en gris pour le rendre moins tape à l'œil. Et comme si ça ne suffisait pas, Taiju est complètement bluffé par la quantité d'espace que la mage a intégré dans le manteau. La mage avoue qu'elle y a pensé en le retouchant, mais après avoir vu le nombre d'armes qu'il transporte, elle a pigé qu'il était un éveillé spécialisé dans la discrétion. Taiju a un petit rire nerveux et confirme, parce qu'il n'a pas d'autre explication à donner. Taiju dit alors à la mage qu'il ne peut pas accepter le manteau gratos et il insiste pour connaître le prix. Mais la mage refuse en disant que c'est le prix pour lui avoir sauvé la vie donc ça ne la dérange pas. Taiju répond qu'il est quasi sûr que toute cette histoire l'a mise dans une situation délicate parce qu'elle lui donne un truc que quelqu'un d'autre avait réservé. La mage le rassure, il n'a pas à s'en faire car elle a déjà envoyé un autre article à Yoni juste après. Vu qu'elle refuse d'être payée, Taiju se tourne alors vers une section de la boutique et demande à la mage de lui donner tout ce qu'il y a là.
Il révèle que ce sera un cadeau pour les enfants de l'orphelinat et que ça va aussi booster les ventes de la mage, donc c'est une situation gagnant-gagnant. Voyant à quel point il insiste, elle accepte, puis dit à Teju de lui laisser un instant le temps de tout emballer. En s'éloignant, elle se dit que Teju est vraiment un mec bien. À ce moment précis, Seok entre dans le magasin et dit à Teju qu'il le cherchait. Il se présente et tend sa carte de visite à Teju, mais ce dernier la rejette avec une expression de dégoût manifeste. Seok pense que Teju est mal à l'aise avec cette visite surprise, et Teju est bien content qu'il l'ait compris. Il lui demande alors ce qu'il veut et comment il a trouvé où il était. Seok se la pète sur son influence en ville en disant qu'il n'y a rien que la pharmacie de l'association ne sache pas dans le coin. Il dit ensuite à Teju qu'il ne va pas y aller par 4 chemins et il lui fait savoir qu'il veut que l'antidote au poison de moustique soit aussi fourni à son groupe. Teju sourit et lui demande s'il est en train de demander une faveur ou de le menacer. Seok répond que pour l'instant, c'est une faveur et Teju lui fait savoir que ça ne l'intéresse pas. Seok continue en disant qu'il va s'occuper des frais d'annulation tout en donnant à Teju 3 fois le prix que Baek lui a proposé. Teju refuse toujours l'offre disant qu'il n'est pas quelqu'un de malhonnête. Seok n'est pas prêt à lâcher l'affaire et il pousse Teju à vendre la formule pour 5 milliards, ce à quoi Teju lui demande s'il la vendrait à un prix aussi bas s'il était à sa place. Seok finit par être furax de se faire rembarrer et il dit à Teju qu'à cause de ça, il pourrait avoir des problèmes à Gori. Mais Teju lui fait savoir qu'il n'a pas de souci à se faire parce qu'il peut très bien se débrouiller tout seul. Le temps que la mage revienne, Seok est déjà partie. Elle est surprise de n'avoir entendu personne alors qu'elle était persuadée qu'il y avait quelqu'un d'autre. Teju lui dit de ne pas s'inquiéter, que le mec était juste un camelot et qu'il l'a renvoyé. Pendant ce temps, Seok a passé un coup de fil à son associé, lui disant qu'il est temps pour eux de lancer l'opération et de le faire comme d'habitude. Plus tard, à la périphérie de la ville où le manoir de Teju est en construction, Teju débarque avec des sacs cadeaux et Baek lui demande ce qu'il tient. Teju révèle que comme Baek l'aide tout le temps, il a simplement acheté des vêtements pour les enfants en guise de remerciement. Baek est complètement scotché par ce geste et il serre Teju fort dans ses bras en lui disant qu'il est une lumière éclatante. Il l'assure qu'il n'oubliera jamais sa générosité, lui disant qu'il en fera encore plus à l'avenir. Teju est content que ça lui plaise et il remercie Baek de l'avoir aidé à acheter le bâtiment et aussi pour l'aide avec la construction. Teju dit alors à Baek qu'il pourrait bien accepter ce qu'il lui avait proposé plus tôt. Baek est surpris que Teju se soit enfin décidé et ce dernier révèle que Seok est venu le voir plus tôt dans la journée. Il mentionne que sa rencontre avec ce type lui a donné une certitude. Baek s'inquiète en apprenant qu'il a rencontré Seok. Il lui demande s'il ne l'a pas blessé, mais Teju le rassure en disant que tout va bien. Le mec l'a juste un peu menacé. Cependant, ça lui a seulement rappelé comment les gens sans pouvoir sont traités. À cause de ça, il décide qu'il va monter une société pharmaceutique, exactement comme Baek l'avait suggéré, et il veut que Baek continue de l'aider. Baek est d'accord et Teju l'encourage à finir la construction tout en révélant qu'il va s'absenter pendant un certain temps. Il précise qu'il sera juste absent le temps que l'entreprise soit établie, car il essaie de développer de nouveaux médicaments. En parlant de l'art de l'esprit du poison informe du chaos, c'est l'art martial exclusif créé par Tang. En gros, il combine la méthode de cultivation mentale de base du clan, la cultivation du chi des 5 éléments avec l'illumination de divers arts martiaux. Et il se compose d'un total de 10 étoiles. De la première à la 2e étoile, c'est la création d'essences de poison. De la 3e à la 4e étoile, c'est la production d'antidotes. De la 5e à la 6e étoile, c'est l'émission d'énergie empoisonnée. De la 7e à la 9e étoile, c'est le physique empoisonné, la projection d'énergie d'épée et la récupération d'armes cachées, tandis que la 10e étoile est la manifestation de l'esprit du poison. Après la 10e étoile, il faut éveiller l'esprit du poison par l'illumination. Apparemment, seuls ceux qui ont atteint l'esprit du poison peuvent utiliser la technique secrète appelée pluie torrentielle de 10 000 pétales que Tang a utilisée pour faire fondre le démon céleste, le chef de la secte démoniaque. Pendant ce temps, Teju est coincé sur le mont Géry en train de défoncer des monstres venimeux. Il tombe sur un lynx à griffes empoisonnées qui est aussi gros qu'un tigre. Et vu à quel point le monstre est coriace, il est presque à court d'énergie interne et d'armes. Comme son niveau actuel est la 3e étoile, il en déduit qu'il se situe quelque part entre un artiste martial de second rang et de premier rang du Jungu. Teju n'est pas content de son niveau actuel car il pense que c'est encore la honte et c'est pour ça qu'il est resté coincé sur la montagne à absorber le poison des bêtes magiques. Il examine la poche de poison de la bête qu'il vient de vaincre et réalise qu'elle est assez énorme. Comme il a tous les souvenirs de Tang, cultiver les poisons, c'est un jeu d'enfant pour lui. Il est convaincu que tant qu'il continue de consommer de nouveaux poisons, il peut progresser super vite. Parce que son corps a été lent à s'adapter à un moment donné, il est resté bloqué à la 3e étoile. Cependant, son corps s'est maintenant stabilisé et passer à l'étape suivante ne posera aucun problème.
Taiju est convaincu que s'il absorbe le poison du cerf d'eau à spores toxiques qu'il visait, ce sera suffisant. Après en avoir fini avec les liens, Taiju se souvient qu'il doit récupérer ses précieuses dagues. Quelques instants plus tard, il trouve le cerf d'eau à spores toxiques, une bête magique docile et non hostile avec deux bosses, sur le dos, comme un chameau. Sans hésiter, il décapite le cerf. Et la raison pour laquelle ce cerf est encrin prend immédiatement vie. Apparemment, quand il meurt, ses bosses éclatent, dispersant ainsi des spores microscopiques et extrêmement toxiques. Les spores encerclent l'endroit où se trouve Taiju et on dit que le poison fait fondre les filtres des masques à gaz. Il faut aussi 1 heure pour que les spores se dissipent à l'air libre. Et rien qu'en le touchant, Taiju est obligé d'admettre que c'est le poison le plus puissant qu'il ait jamais rencontré. Taiju se met immédiatement au boulot car il n'est pas question de gâcher ce poison. Il se concentre pour condenser l'énergie du poison afin de l'absorber dans son corps, tout en utilisant l'art de l'esprit du poison pour la convertir en énergie interne. Il sait que faire cela le propulsera immédiatement à la 4e étoile. Et des heures plus tard, il fait toujours circuler son chi après avoir absorbé le poison, car la quantité de poison absorbé était si énorme que la conversion en énergie interne est devenue difficile. Il en vient à se demander s'il n'a pas été trop gourmand. Mais en même temps, il n'est pas inquiet, car il comprend déjà les propriétés toxiques, ce qui facilite le développement d'un antidote. De plus, il est convaincu que la Terre possède des poisons plus variés que le monde de Marshall. Et en utilisant cet avantage, il prévoit de devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, car il n'a pas l'intention de rester faible comme avant. Après des heures de circulation intense de ki, il atteint enfin la 4e étoile et il peut sentir l'énergie monter en lui. Taiju se lève et se rend compte qu'il est sur la montagne depuis un bon bout de temps. Cependant, ce n'est pas une perte de temps car il a pu atteindre la 4e étoile plus rapidement et a également obtenu les ingrédients pour l'antidote du cerf d'eau à spores toxiques. Il décide qu'il est temps pour lui de rentrer et se souvient que les choses ont peut-être mal tourné à cause de la pharmacie Eirji. Peu de temps après, il retourne à la pharmacie et trouve le magasin pratiquement vide. Il suppose que les affaires ont très bien marché. Beck est reconnaissant qu'il soit enfin de retour après 2 semaines, car il craignait qu'il ne lui soit arrivé quelque chose vu qu'il n'arrivait pas à le joindre par téléphone. Taiju mentionne que son téléphone était éteint parce qu'il s'entraînait tout en développant un antidote. Taiju se rend compte que Beck et son assistant ont l'air inquiets et perturbés, ce qui le pousse à leur demander quel est le problème. Beck mentionne que les représentants de la société pharmaceutique ont dit qu'ils ne les fourniraient plus et qu'ils ont même tout repris. Comme si cela ne suffisait pas, le département d'approbation des médicaments du comité d'autonomie leur demande d'envoyer la liste des ingrédients pour enquêter sur les effets secondaires de l'antidote. Quand Taiju entend ça, il demande à Beck s'il pense que c'est leur coup, et Beck répond qu'il n'en est pas certain, mais que c'est la même méthode que Seok utilise d'habitude quand les choses ne vont pas dans son sens. Il mentionne que ce type est aussi membre du comité d'autonomie. Taiju demande à Beck ce qui se passerait s'ils ne fournisseraient pas les ingrédients et Beck dit qu'il pourrait donc faire face à une interdiction de vente. Taiju en vient à se demander si le membre du comité envoyé par l'Empire ne travaille pas aussi avec Siak pour fermer les yeux sur tout ce qui se passe. Il comprend que Seok ne fait que commencer ses sales coups, tout comme le clan Jug. Cependant, il n'a qu'à frapper le premier comme le ferait Tiang. Taiju explique alors à Beck ce qu'ils vont faire et lui fait savoir que la solution à leur problème est de frapper en premier pour envoyer une menace en bonne et due forme. Beck est perplexe et Taiju lui rappelle que le comité prétend que des gens ont eu des effets secondaires à cause de l'antidote, donc il vaut mieux ne plus le vendre. Taiju dit alors à Beck de fermer la boutique avec effet immédiat. Après avoir fermé la boutique, ils se rendent à l'orphelinat et Taiju fournit la viande de cerf pour le dîner. Une bouchée de la viande du cerf à sport envoie Taiju en pleine extase culinaire. Il s'avère que cette viande a toujours été saluée comme la meilleure de l'Empire. Taiju réalise alors que la rumeur selon laquelle l'empereur a monopolisé les carcasses est vraie, car il n'existe aucune méthode connue pour enlever le poison. Taiju admet qu'il est heureux d'avoir choisi de fabriquer l'antidote du cerf d'eau. À la base, son intention initiale était juste d'empêcher les victimes civiles du poison du cerf lors d'une vague de bêtes magiques. Mais avec le goût de la viande, il est presque sûr que quiconque y goûtera en deviendra immédiatement esclave. En fait, Beck et les enfants aiment tellement la viande que Taiju envisage déjà de lancer un commerce de viande de cerf d'eau. Il pense en fournir à l'empereur, qui est obsédé par cette viande, tout en jetant un œil au passage à sa maîtrise de l'épée, car des rumeurs disent qu'il est au niveau de grand maître. Après avoir fini de manger, Beck remercie Taiju d'avoir fourni une si bonne viande. Tout en exprimant sa surprise que le nouvel antidote soit pour le terrifiant cerf d'eau, Beck admet que Taiju est incroyable, mais il s'inquiète de la fermeture de la pharmacie.
Taiju presse Beck de lui faire confiance et d'attendre de voir ce qui va se passer. Il veut voir qui va regretter de ne pas vendre l'antidote. 5 jours plus tard, Park se présente à la pharmacie de Beck et il est choqué de découvrir que le magasin est toujours fermé. Park est inquiet car il ne lui reste que quelques flacons de l'antidote et il est hors de question pour lui d'aller chasser 100. D'autres éveillés arrivent aussi et ils pensent que la rumeur qui circule pourrait être vraie. La rumeur qui court est que l'antidote rend les gens malades après l'avoir pris. C'est pourquoi le comité d'autonomie a exigé que la formule soit rendue publique. Mais Beck n'a pas supporté la pression et a fermé la boutique. Park n'arrive pas à croire que ce sont ces rumeurs stupides qui circulent, car il est à la preuve vivante d'avoir pris tous les médicaments de Beck sans qu'il ne lui soit jamais rien arrivé. Soudain, ils sentent une présence écrasante sur les lieux et il s'avère que c'est Young-Hawk. Park est surpris que le capitaine du groupe de vigile soit sur les lieux, ce qui le pousse à se demander s'il est impliqué avec la pharmacie Kubliji. Jung-Hawk dit alors aux éveillés présents que la décision de fermer la pharmacie a été prise par le comité et qu'elle restera en vigueur jusqu'à ce que l'analyse de la formule soit terminée. Jung-Hawk dit aux éveillés de dégager le plancher parce qu'il ne veut pas les voir traîner dans le coin. Park proteste en disant que tout ça est ridicule, car il a fait partie des essais cliniques et il ne lui est rien arrivé. Park demande à Jung-Hawk comment ils sont censés chasser sans l'antidote. Il demande s'ils sont en train de dire qu'ils devraient retourner à l'époque des combinaisons anti-insectes. Les autres éveillés se joignent vite à lui pour protester, disant à Jung-Hawk qu'ils ne sont pas prêts à revenir à l'ancienne. Ils exigent que le comité autorise Beck à vendre les antidotes ou qu'il amène un témoin qui a souffert des 10 effets secondaires, car ils pensent que Jung-Hawk et les éveillés puissants s'en fichent vu qu'ils sont immunisés contre le poison. Jung-Hawk est surpris que les éveillés aient le cran de lui répondre et il pense d'abord à les buter, mais il change d'avis. Il leur dit de dégager avant qu'ils ne les tuent. Au fond, Jung-Hawk est furax que l'agent administratif lui fasse faire le sale boulot, tout ça à cause d'un vote à la majorité. Lentement, les éveillés commencent à partir un par un, à l'exception du fidèle Park. Jung-Hawk a les boules en réalisant qu'il est le dernier à rester et il est sur le point de dégainer son épée pour le tuer, pensant qu'il le prend pour un bluffeur. C'est là que Park se tire en s'excusant de l'avoir défié. Jung-Hawk est dégoûté par le bordel qu'il doit gérer et il songe à donner une bonne leçon à Seok pour avoir essayé de manipuler le comité permanent. Pendant ce temps, Seok est dans sa voiture et il est au téléphone avec l'agent administratif. Il exprime sa gratitude envers l'homme qui tient Jung-Hawk dans sa poche et l'agent administratif lui dit que Jung-Hawk a beau être un ranker de rang maître, il n'est qu'un des 3 membres du comité permanent. Il lui fait savoir que tant que lui et le président Min sont présents, il n'y a rien que Jung-Hawk puisse faire contre la règle de la majorité, parce qu'il doit s'en tenir au maintien de l'ordre public comme il le fait actuellement. Il ajoute que Jung-Hawk s'en fiche royalement tant que les limites ne sont pas franchies, car tout ce qui l'intéresse, c'est la ville. Seok dit alors à l'agent administratif que tout va se dérouler sans accroc tant qu'ils parviennent à écarter Jung-Hawk. Comme la prochaine phase est sur le point de commencer, Seok assure à l'agent administratif qu'il va le récompenser, tout en affirmant que Beck ne tiendra pas plus d'1 semaine, à moins que l'argent ne lui tombe soudainement du ciel. Pendant ce temps, Taeyu est en réunion avec le général Hyung et il informe le général qu'il va fournir 1 million de flacons à son corps de défense. Il mentionne que le prix restera à 50 000 wons par flacon. Et au moment où il dit ça, l'expression de Hyung devient soudainement glaciale. Taeyu se demande ce qui peut bien clocher avec ce mec. Il pense qu'il est furax parce qu'il propose l'antidote à l'armée au prix normal. Cependant, l'assistant de Hyung dit à Taeyu que le commandant est en fait de bonne humeur. Juste à ce moment-là, Hyung demande à Taeyu s'il doit le vendre à bas prix pour eux. Et Taeyu est choqué d'entendre que ce prix est considéré comme bon marché. Hyung se tourne vers son assistant et lui demande s'ils peuvent obtenir 50 milliards de won de leur fonds de réserve et il répond oui. Hyung dit alors à son assistant d'en déposer immédiatement la moitié à titre d'acompte. Juste à ce moment-là, Taeyu dit à Hyung qu'il a un autre produit à offrir et Hyung est surpris que Taeyu ne vende pas seulement l'antidote anti-moustique. Taeyu révèle qu'il essaie de monter sa propre entreprise bientôt, alors il a récemment développé un autre médicament. Il sort la viande de cerf, disant à Hyung d'y goûter. Hyung suppose que c'est de la viande ordinaire et il révèle qu'il ne veut pas en manger parce qu'il fait attention à sa santé. Taeyu lui dit alors de la présenter à l'empereur à la place, car il va certainement adorer vu que c'est de la viande de cerf d'eau au poison de spore. Hyung et son assistant sont sous le choc en entendant ça parce que c'est une viande qui est censée avoir un goût divin, avec un jus qui jaillit comme une fontaine. Et Hyung exprime son admiration pour Taeyu et ne perd pas de temps à lui demander s'il voudrait se réengager dans l'armée, car ils ont besoin de gens comme lui. Mais la seule expression faciale de Taeyu montre que ça ne l'intéresse pas.
Après la réunion avec Tayu, Young se tient près de la fenêtre de son bureau, pensant à son parcours jusqu'à présent. Il raconte que son travail consiste à contrôler les vagues de bêtes magiques dans la zone frontalière tout en maintenant la population de ces bêtes. En gros, il était dégoûté quand il a été nommé commandant, parce que s'il réussissait à repousser les bêtes magiques à la frontière, ce serait considéré comme une journée normale. Mais s'il échouait, il devait en assumer la responsabilité. Cependant, après un certain temps, une opportunité s'est présentée à lui. Il interroge son assistant sur l'antidote pour le cerf d'eau et son assistant l'informe que tout a déjà été réglé selon ses instructions. L'assistant dit à Young que c'est exactement comme il le soupçonnait. La raison pour laquelle ils ont fait affaire avec eux est due à leur conflit avec l'association des pharmaciens dirigée par Seok. Son assistant ajoute qu'ils ont aussi travaillé sur l'affaire du journal comme il le leur avait demandé et que la nouvelle concernant le contrat de l'armée pour l'antidote et la chasse au cerf d'eau sera publiée le lendemain. Young est satisfait du travail de son assistant et lui dit de garder un œil sur Tayu tout en l'incitant à l'aider s'il en a besoin. À ce moment-là, Young remercie son assistant de l'avoir aidé jusqu'à présent et le gars pousse un grand soupir de soulagement parce que son maître reconnaît enfin son travail acharné au fil des ans. Soudain, Young attrape son assistant et le serre dans ses bras, lui disant qu'il est temps pour eux de saisir cette opportunité pour grimper jusqu'à la famille impériale. L'assistant assure à Young qu'il croit en lui et qu'il continuera à le suivre. Le bruit de leur célébration fait presque trembler les murs du bâtiment, laissant les autres membres du personnel terrifiés. Plus tard, Beck et Tayu se retrouvent chez lui, et Beck lui dit que l'entreprise sera bientôt créée et que tout ce qu'il lui reste à faire est de choisir un nom. Tayu remercie Beck pour son travail acharné, tout en exprimant son soulagement que l'accord avec l'armée ait été un succès. En fait, il est content que Young leur ait préparé le terrain, leur évitant finalement des ennuis en faisant fuiter leur contrat avec l'armée et le développement d'un nouveau médicament en exclusivité. Tayu se rend compte que ce mec n'est pas arrivé au poste de commandant par un coup de bol. Tayu dit à Beck qu'avec tout ce qui se passe, le vent a tourné en leur faveur. Apparemment, Beck a également pu rembourser le prêt qu'il avait contracté avec l'acompte qu'ils ont reçu de l'armée. En fait, Beck a annulé tous les comptes qu'il avait à la banque par pure vengeance. Tayu est satisfait de son travail et l'encourage à utiliser l'argent restant pour gérer l'orphelinat. À ce moment-là, Tayu dit à Beck qu'il y a très bien réfléchi et qu'il ne pense pas pouvoir diriger l'entreprise tout seul. Il fait savoir à Beck qu'il a besoin d'un partenaire fiable et il lui demande s'il est prêt à devenir son associé modèle. Beck est surpris d'entendre ça et il dit à Tayu que tout ce qu'il a fait dans sa vie c'est gérer une petite pharmacie, donc il ne pense pas pouvoir être d'une grande aide. Tayu n'est pas d'accord avec lui, il dit que la seule chose qu'il sait faire, c'est fabriquer des médicaments et qu'il ne sait même pas comment les vendre. Tayu l'informe qu'il ne peut pas monter ce business sans son aide. Beck est soufflé de voir à quel point Tayu a une haute opinion de lui. Beck accepte alors d'être son partenaire, mais précise que le partage se fera à 90-10 et que Tayu aura la plus grosse part. Cependant, Tayu n'est pas d'accord et il suggère un partage à 70-30. Beck accepte, mais fait savoir à Tayu que ce ne sera pas lui qui dirigera l'entreprise, car il y a quelqu'un d'autre de plus compétent. Il s'avère que cette personne a aussi grandi à l'orphelinat et Beck dit à Tayu qu'il l'a déjà rencontrée. La personne dont il parle est Soyan et Beck mentionne que c'est la plus intelligente de ses enfants. Il demande à Tayu si ça lui va pour qu'il puisse l'appeler immédiatement. Au fond de lui, Tayu est impressionné par la façon dont Beck a tout géré. Car il a élevé des enfants qui sont entrés dans la société avec diverses professions, ce qui est en gros son super pouvoir. Tayu assure à Beck qu'il est ouvert à l'idée de travailler avec n'importe qui de compétent et les deux se serrent de la main pour sceller l'accord. Tayu dit alors à Beck qu'un nom pour la société vient de lui traverser l'esprit. Il révèle que le nom est Taihong Bio, une combinaison de leurs deux noms. Beck est content de ce nom et il assure à Tayu qu'il va le faire enregistrer immédiatement. En plus, il mentionne qu'il a fait appel à des personnes éveillées qui ont grandi à l'orphelinat pour qu'elles puissent de protéger Tayu en tant que garde du corps. Tayu lui demande pourquoi il a fait ça et il révèle que Seok pourrait vouloir utiliser la force, donc il veut que les gars le protègent. Tayu assure à Beck qu'il va bien et il suggère que les gars protègent de plutôt l'orphelinat. Au fond de lui, Beck se demande sur quoi Tayu compte pour être aussi confiant. Comme Tayu n'a pas de marque sur le visage, Beck pense qu'il n'est pas un éveillé, et il se demande si Tayu ne compte pas sur son ancienne force militaire. Tayu peut voir l'inquiétude sur son visage et lui demande pourquoi il montre encore autant de méfiance après tout ce qu'il lui a montré. Cependant, Beck l'assure qu'il lui fait confiance, révélant qu'il n'y a personne d'autre en qui il aurait plus confiance. Tayu décide alors de crever l'abcès et il dit à Beck d'appeler les potes éveillés qui sont censés être ses gardes du corps, car il aimerait prouver ses capacités tout en testant l'antidote au poison des spores. Avec un sourire aux lèvres, Tayu dit à Beck qu'il aimerait aller chasser avec la bande.
Peu de temps après, Taeyu et le groupe se dirigent vers le mont Jerry et le chef du groupe, Baek Chang-hoon, est halluciné par le manteau impeccable à 4,1 milliards de won de Taeyu. Comme Taeyu est en tête de file, le mec lui tape dans le dos, suggérant de prendre la tête à sa place, car des bêtes magiques peuvent apparaître d'un moment à l'autre. Cependant, Taeyu dit fermement au mec de ne pas l'appeler patron, mais de l'appeler frère. Chang-jun accepte et répète ce qu'il a dit, pressant Taeyu de passer derrière lui car ils sont censés le protéger. Taeyu reste silencieux et le mec s'excuse si ses paroles sont déplacées. Cependant, Taeyu lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'excuser, car il en a l'habitude vu qu'il n'est pas une personne éveillée. Il lui dit ensuite qu'ils en reparleront après avoir éliminé le danger qui rôde. Chang-gun est perplexe, car il n'a aucune idée de ce dont Taeyu est en train de parler. Mais soudain, il lève les yeux et voit des belettes tempêtes leur foncer dessus comme un essaim d'abeilles, alors que l'escouade panique, Taeyu plonge les mains dans ses poches et en sort 2 jeux de projectiles qu'il balance sur les monstres. D'un seul geste, Taeyu anéantit les monstres avec ses projectiles, ce qui choque Chang-gun car même un utilisateur de son rang ne pourrait même pas les toucher aussi facilement. Taeyu, de son côté, n'est pas vraiment impressionné car il a facilement éliminé les monstres sans même avoir à utiliser les dagues volantes en feuilles de saule. Il n'a utilisé que les armes cachées antipersonnelles, les aiguilles et les billes de fer. Mais le problème, c'est que plus de 200 armes cachées sont totalement irrécupérables. À cause du prix exorbitant de ces armes cachées, Taeyu rêve d'avoir atteint la 7e étoile de l'art du poison pour pouvoir simplement tendre la main et les récupérer. Chang-gun est obligé de lui demander s'il est un maître, car seuls eux peuvent dire cacher leur marque. Taeyu assure au mec qu'il n'est même pas un éveillé, mais il lui affirme qu'à partir de maintenant, c'est lui qui prend la tête. Chang-jun essaie de l'arrêter, lui rappelant ce que son père a dit, mais il se rétracte vite fait en voyant de quoi Taeyu était capable. Peu après, ils trouvent un cerf d'eau, et Chang-gun demande à Taeyu ce qu'il compte faire. Taeyu explique à Chang-gun que le cerf est confiant que personne ne s'en prendra à lui à cause de son poison, mais qu'il est sur le point de s'éveiller. Il dit alors au groupe d'utiliser le remède et Chang-hoon hésite parce qu'il ne sait pas si ça va fonctionner. Cependant, il parvient à surmonter sa peur quand il réalise qu'il est déjà dans le même bateau que son père. Il doit donc faire confiance à Taeyu, tout comme son père l'a fait. Puisque Taeyu a fabriqué l'antidote et leur a même montré sa puissance, ils pensent qu'ils doivent eux aussi faire leur preuve. Chang-gun boit l'antidote d'un trait et dit à Taeyu que c'est lui qui va attaquer le premier. Chang-gun sort son arme, provoquant une expression de choc sur la face du cerf qui ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit assez stupide pour s'en prendre à lui. Chang-gun confirme les craintes du cerf en se jetant sur lui, et le cerf utilise son arme de dernier recours, un cri strident. Le cri est tellement assourdissant que le reste du groupe, à l'exception de Taeyu et Chang-hoon, doit se boucher les oreilles. Chang-hoon active sa compétence de coupe et décapite le cerf. Au moment où il le fait, les bosses sur le dos du cerf explosent, dispersant les spores partout. L'équipe panique et même Taeyu est inquiet au fond de lui, mais il pousse un soupir de soulagement au moment où il se rend compte que l'antidote fonctionne vraiment. En plus, il est impressionné que Chang-gun ait du cran et le reste de l'équipe commence à discuter de l'efficacité de l'antidote car ils marchent au milieu des spores sans aucune crainte. Taeyu se tourne alors vers Chang-gun et lui demande s'il le croit maintenant car, avec l'antidote, c'est facile de s'occuper du cerf vu qu'il est bien moins dangereux qu'il n'en a l'air. Chang-gun et le reste du groupe présentent leurs excuses pour ne pas avoir cru en lui et Taeyu suggère de continuer la chasse puisqu'il n'y a plus de problème. Cependant, il leur demande de dépecer le cerf d'abord, car une fois que l'antidote sera rendu public, le cerf d'eau sera chassé jusqu'à l'extinction. Pendant ce temps, à nouveau Seo, on voit Sun travailler dans une grande entreprise en tant que l'une des plus jeunes managers. Sun est en train de vaquer à ses occupations quand son patron débarque pour lui parler de son père. Sun se demande ce que le mec lui veut. Et son patron lui dit de laisser tomber tous les projets sur lesquels elle bosse en ce moment parce qu'il veut qu'elle descende à Guri pour lui rendre un service. Il montre à Soyeon un article de presse sur la start-up pharmaceutique pour laquelle son père travaille. Sun est sous le choc en apprenant ça parce que son père ne lui en a jamais parlé. Son patron lui dit qu'il s'en fout un peu d'elle et que tout ce qu'il veut, c'est qu'elle aille à Guri. Il l'incite à rester proche de son père, à dégoter des infos sur l'antidote et à récupérer la formule aussi. Il la menace en lui rappelant pour qui il bosse vraiment, tout en ajoutant que si elle gère bien le truc, les choses changeront pour elle. Sun n'arrive pas à croire que son patron lui demande sérieusement de trahir son propre père. Et pile à ce moment-là, elle reçoit un appel de son père. Elle dit au type de lui donner 1 minute, le temps qu'elle parle à son père. Son patron lui suggère de faire vite pour qu'elle puisse prendre une décision rapidement. Après l'appel avec son père, Sun réapparaît, tout sourire et rayonnante. À ce moment-là, son patron lui demande si elle a enfin pris sa décision et Sun fronce les sourcils en regardant le mec et lui dit que oui.
Elle lui fait savoir qu'elle va aller à Gouri, et le type est sur le point de commencer à fêter ça quand Sun lui jette son badge à la figure en lui disant qu'elle se casse de cette boîte de merde. Elle passe devant lui en l'incendiant parce qu'il prend toujours les gens de haut alors que lui-même est tout petit. Tandis qu'elle s'éloigne, son patron lui hurle dessus, lui demandant si elle a la moindre idée de l'énorme connerie qu'elle est en train de faire, mais Sun lui fait un doigt d'honneur. Quand Tayu et les autres sont enfin revenus à son immeuble, Tayu leur a dit d'aller se reposer en les assurant qu'il allait s'occuper du reste. Shongun hésite à cause des ordres de son père de protéger Tayu, mais Tayu lui demande s'il pense vraiment que c'est lui qui a besoin d'être protégé après ce dont il a été témoin ce jour-là. Il le presse de retourner à l'orphelinat pour protéger Bak et les enfants à la place. Shongun est d'accord avec Tayu et il dit à ses frères et sœurs de faire leurs affaires pour qu'ils puissent retourner à l'orphelinat. Au fond, Tayu n'est pas vraiment inquiet, car il pense que l'orphelinat sera en sécurité vu que c'est le seul de la ville et que s'y attaquer attirerait la colère des habitants. En même temps, il est inquiet car il y a plein de tarés dans ce monde et surtout à Gouri. Tayu sait qu'il a besoin de gens comme Shongun, car une fois l'entreprise établie et qu'ils auront embauché assez de personnel pour traiter les ingrédients de l'antidote, il aura un peu de répit pour développer de nouveaux médicaments. Même si son plan était juste de se poser tranquillement en arrivant en ville, il s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre mêlé à quelque chose de bien plus grand. Néanmoins, Teju n'est pas complètement dégoûté, car c'est grâce à toutes ces dingueries dans lesquelles il s'est retrouvé qu'il a pu acheter le manoir où il vit maintenant. Teju trouve ça toujours super bizarre, il n'arrive pas à croire qu'il a maintenant sa propre maison. Teju repense à sa vie jusqu'à présent et réalise que les bonnes personnes qu'il a rencontrées sont les plus grandes bénédictions de sa vie. Teju est allongé sur son lit pensant au fait que Gouri est sur le point de devenir la base qui lui permettra de se tenir fièrement debout par ses propres moyens. Pendant ce temps, des malfrats sont arrivés devant son manoir et le chef du groupe, c'est Sik. Sik est surpris que Tayu soit un nouveau venu, mais qu'il possède déjà un manoir, et un de ses gars lui dit qu'il a fait fortune avec l'antidote. Sik hurle sur le mec en lui disant qu'il n'est pas débile et qu'il est déjà au courant. Sik mentionne qu'il aurait simplement kidnappé Tayu pour son propre compte si l'ordre n'était pas venu de Sak. Les malfrats crochettent alors la serrure de Teju et s'introduisent dans sa maison. Sik dit à ses hommes de ne pas parler à Teju une fois qu'ils seront dans son salon et de lui planter la seringue directement dans le cou. Il prévoit d'emmener Teju discrètement une fois que la drogue fera effet. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans la chambre de Teju et l'un d'eux essaie de lui enfoncer la seringue dans le cou, mais il l'attrape soudainement. Tayu avoue qu'il était en train de se demander s'il devait les laisser lui planter la seringue ou pas. Sik hurle à son subordonné d'y aller et de planter la seringue dans Tayu, et le mec lui répond qu'il essaie mais que sa main ne peut pas bouger. À ce moment-là, Taiju lui prend la seringue des mains en leur disant qu'il sait qu'ils sont là depuis le début. Taiju les charrie en disant à quel point il déteste les aiguilles parce que ça fait mal. Et l'assurance qui émane du corps de Teju commence à faire comprendre aux malfrats qu'ils ont peut-être merdé. Taiju continue de les vanner, demandant si la drogue dans la seringue fonctionnerait pareil s'il la buvait. Sik tremble, mais il essaye de jouer les durs en hurlant sur Tayu de lui avoir volé sa drogue. Soudain, ses épaules s'affaissent quand il voit Tayu vider le contenu de la seringue dans sa bouche comme si c'était de la gelée. Au moment où il y goûte, Tayu réalise que c'est de la drogue et il nargue Sik en lui demandant s'il en a d'autres qu'il pourrait prendre. Apparemment, des rumeurs ont toujours couru comme quoi un syndicat des bas-fonds de la ville distribuait de la drogue. Et comme le syndicat est intouchable, Taiju en déduit qu'il y a quelqu'un de haut placé en ville qui les couvre. Ces drogues qui ont causé tant de destruction sont maintenant face à lui. Comme les drogues sont aussi une sorte de poison avec de nouvelles propriétés qu'il n'a jamais goûtées, son corps va les assimiler. En gros, Tank a aussi rencontré toutes sortes de drogues quand il parcourait le monde martial. Et c'est pour ça que Tayu absorbe les drogues pour augmenter le niveau de son essence de poison. Tayu continue en absorbant aussi les drogues des malfrats, laissant Sik complètement abasourdi. Tayu lui demande alors qui lui a donné l'ordre, mais il a trop peur pour parler, alors Tayu le soumet à un processus rigoureux pour absorber complètement les propriétés de la drogue de son corps et le faire rechuter. Le lendemain, on voit Young-Hawk se diriger vers le manoir de Tayu. Il s'avère que Tayu a signalé l'effraction. De plus, Young-Hawk apprend que Tayu a déjà compris que c'était Siok qui avait envoyé Sik et ses hommes après les avoir interrogés. À cause de ça, ils demandent au groupe de justiciers d'emmener les malfrats et de mener une enquête approfondie pour prouver leur fiabilité. Young-Hawk est furieux que Siok ait commencé un truc et n'ait pas été capable de le finir correctement. Young-Hawk n'est pas vraiment inquiet pour Tayu parce que ce n'est qu'un nouveau, mais la personne qui l'inquiète, c'est Bak, qui est bien trop respecté en ville. Même si traîner Siok là-dedans et forcer un accord à l'amiable serait la meilleure solution, il est quasiment sûr qu'il n'y a aucune chance que Siok accepte ça, car il est trop têtu.
Au final, Young-Hawk craint que le conflit ne continue de s'éterniser. Comme Taeyu veut une enquête approfondie, ça va juste être un fardeau de plus pour lui. Peu de temps après, Young-Hawk et ses hommes débarquent chez Taeyu et Baek s'avance pour les accueillir. Mais Young-Hawk lui passe devant comme s'il n'existait même pas. Un des hommes de Young-Hawk somme Baek de se pousser et Young-Hawk se dirige vers Shik et ses hommes qui sont à genoux. Il condamne soudainement Shik à mort en vertu de l'autorité que lui a conférée l'empereur et il sort son épée, prêt à décapiter Shik. Mais Taeyu bloque l'attaque avec une de ses armes de lancer. Taeyu lui ordonne de s'arrêter et lui demande pourquoi il essaie de tuer le témoin. Taeyu montre à Young-Ha un enregistrement de Shik et de ses hommes, avouant ce que Seok leur a fait faire. Taeyu ajoute qu'il voit bien que Young-Hawk est au courant de la situation et que c'est pour ça qu'il veut étouffer l'affaire. Young-Hawk, furieux, exige de savoir qui est Taeyu et ce dernier se présente. Young-Hawk comprend alors que Taeyu est le créateur de l'antidote. Young-Hawk s'approche pour le dévisager et il réalise soudain qu'il a déjà vu Taeyu quelque part. Il se creuse la tête et pige rapidement que Taeyu était le porteur qu'il a rencontré sur la montagne. Young-Hawk lui demande si c'est lui qui a fabriqué l'antidote et Taeju répond que oui. Young-Hawk dit alors à Taeju qu'il s'en fout complètement parce que sa parole fait loi tant qu'ils sont en ville. Il attrape son épée, suggérant qu'il bute les 4 sales types pour tout oublier, mais Taeyu refuse. Junka met alors Taeyu au défi d'essayer de l'arrêter et il fonce vers Shik, avec l'intention de lui couper la tête. Mais Taeyu lui balance une tonne de poignards. Young-Hawk tranche les poignards, mais l'un d'eux lui érafle la main. Il complimente Taeyu, disant qu'il n'a pas l'air d'être un type ordinaire, vu qu'il a réussi à lui faire une égratignure. Young-Hawk décide alors de condamner Taeyu à mort pour s'être opposé 2 fois à un maître. Taeyu n'a pas peur et dit à Young-Hawk qu'il est curieux de voir ce qui lui donne le droit d'agir comme il le fait. Taeyu attaque Young-Hawk, mais lance une nouvelle salve de poignards. Alors que les deux sont sur le point de se lancer dans une baston féroce, une voix familière gueule depuis un hélico qui approche, leur disant d'arrêter. À ce moment-là, Young et 3 autres types sautent de l'hélico et atterrissent entre Young-Hawk et Taeyu. Young dit alors à Young-Hawk d'arrêter son cirque. Young demande à Hung pourquoi il s'est ramené jusqu'à la Cité Libre et Hung lui demande s'il a besoin d'une permission pour venir. Young en conclut qu'il utilise l'armée pour se mêler des affaires de Gur, mais Hung l'assure qu'il n'est pas là en tant que soldat. Il lui fait savoir qu'il n'est qu'un simple civil et suggère qu'ils suivent chacun leur chemin. Young s'approche de Taeyu pour lui demander s'il est blessé quelque part, mais Taeyu l'assure que tout va bien. Il s'avère que le trio qui a suivi Young sont aussi des maîtres éveillés et ils sont tous généraux de division. En fait, le trio est prêt à mourir pour Taeyu et à tuer pour lui, qu'ils considèrent comme leur bienfaiteur. Young-Hawk est choqué de voir comment les militaires traitent Taeyu, comme s'ils étaient potes. Il se demande s'il les connaît déjà grâce aux relations de son père. Young-Hawk sait qu'il doit faire gaffe avec ces 4-là, vu que ce sont des militaires et des maîtres qui plus est. Young-Hawk décide de battre en retraite mais promet de lui faire payer cette humiliation plus tard. Young-Hawk informe le groupe qu'il s'en va et Hung le charrie en lui disant de rester un peu. Young-Hawk hurle sur Young, lui disant qu'il n'est pas aussi peinard que lui et ses potes. Young sourit en disant à Young-Hawk que c'est bien ce qu'il pensait. Young-Hawk ne comprend pas. Et Young lui explique que, puisqu'il prétend être si occupé, il aurait dû s'occuper des sales types de la ville depuis longtemps. Il le provoque en lui disant qu'il est prêt à lui filer un coup de main s'il s'avère que les méchants sont trop forts pour que le groupe de justiciers s'en occupe. Young-Hawk dit que ce n'est pas la peine, et il ordonne à ses hommes d'embarquer Shik et ses collaborateurs pour s'en occuper plus tard. Cependant, Young fait savoir à Young-Hawk que Shik et ses hommes viennent avec lui. Young-Hawk, en colère, rappelle à Young qu'il a déjà dit que l'armée ne s'impliquerait pas, et Nong répond à Young-Hawk que les méchants ont essayé de kidnapper un de ses amis proches, donc il est obligé d'intervenir. La situation dégénère vite en face à face, et Young-Hawk dit à Young que ce qu'il fait est une violation claire du décret impérial. Il essaie de mêler le nom de l'empereur à ça et c'est à ce moment que Young libère son aura, demandant à Junha s'ils pensent qu'ils sont au même niveau juste parce qu'ils sont tous les deux des maîtres. L'aura de Hyung glace le sang de Young-Hawk et Young lui fait comprendre qu'il peut le tuer sur le champ sans aucune conséquence. Young-Hawk commence à trembler et les autres généraux de division l'entourent, se foutant de sa gueule, lui disant qu'ils sont prêts à le buter si Young donne l'ordre. Même les hommes de Young-Hawk tremblent déjà. Et au moment où Young-Hawk réalise qu'il est complètement dépassé par la situation, il fait reculer ses hommes, leur disant qu'ils battent en retraite. Après son départ, Taeyu remercie Young pour son aide, mais Young l'assure qu'il n'a pas à s'en faire parce qu'ils sont déjà dans le même bateau. Baek remercie aussi Young d'être venu si vite, car c'est lui qui a contacté le général en urgence.
Young dit que c'est une bonne chose qu'il ait appelé, car la situation est à maintenant résolue. Young dit alors à Taeyu qu'il va s'occuper personnellement de Shik et de ses hommes. De plus, il va s'occuper de leur commanditaire qui est de toute évidence Cha. Taeju ne veut pas qu'eux y s'en mêlent parce que c'est une affaire personnelle, mais Hung lui dit que ce n'est pas seulement son problème, car s'il rencontre la moindre complication qui perturberait la production de l'antidote, cela mettrait en danger la sécurité du parcours. Taeyu accepte alors la proposition de Hyung de gérer toute l'affaire et Young assure à Taeyu qu'il va régler tous les détails pour qu'il n'ait plus à s'inquiéter de rien. Taeyu reste à penser à Young-Hok et il se souvient très bien que Young-Hok a été touché par un des poignards volants. Mais il n'a montré aucun symptôme d'empoisonnement jusqu'à son départ. Taeyu se dit que les choses auraient pu mal tourner pour lui si Young n'était pas arrivé. À cause de ça, Taeyu en conclut qu'il est encore faible et qu'il doit devenir plus fort pour que quelque chose comme ça ne se reproduise plus jamais. D'un autre côté, alors que Jungkook retourne à son bureau, il remarque que l'égratignure qu'il s'est faite est encore fraîche, ce qui est assez bizarre. Il se demande si c'est du poison et avant même qu'il s'en rende compte, ça commence à se répandre sur tout son corps. En un rien de temps, son corps vire au vert et ses veines ressortent. Il hurle de douleur et il gueule sur son assistant pour qu'il l'emmène à l'hôpital immédiatement. Alors que la mort le dévisage, Young-Hok se demande ce que Taeyu a bien pu lui faire. Plus tard, alors que Hung et ses hommes retournent à la base, Young ordonne à ses gars de balancer Shik et sa bande dans l'océan vu qu'ils ont déjà obtenu toutes les informations dont ils avaient besoin. Les méchants hurlent pour qu'on les épargne. Mais Hung ignore leurs supplications alors qu'ils sont tous poussés hors de l'hélico. Une fois que c'est fait, Young dit à ses hommes que la prochaine personne sur la liste dont il faut s'occuper est en approche. De plus, il ordonne que des troupes s'y soient déployées à Taeyongbyo pour protéger l'endroit. On dirait bien que Hyung est prêt à saisir cette opportunité pour se rapprocher de Taeyu. Pendant ce temps, So-Yeon est arrivée à l'aéroport de la ville de Gouriya et elle reçoit un appel de son frère qui la met au courant de tout ce que Taeyu a fait pour la famille et l'orphelinat. Avec un grand sourire, elle dit à Chong-sun qu'elle sera bientôt à la maison. Elle demande ensuite au taxi de l'emmener à l'orphelinat de Baek et elle a du mal à cacher son sourire car elle comprend enfin pourquoi son père l'a fait revenir. Peu de temps après, elle arrive à l'orphelinat et les trouve en train de préparer un festin. Son père court l'accueillir, la remerciant d'être venu. Elle lui demande s'il y a une occasion spéciale et il révèle qu'ils ont attrapé un cerf d'eau, alors ils sont en train de le cuisiner. Sun est choquée d'entendre ça et elle réalise que Chong-gun ne mentait pas sur ce qu'il a dit. Baek suggère alors qu'elles aillent voir Taeyu qui est en train de nourrir les enfants. Baek présente alors Sun à Taeyu, mais il n'est pas complètement surpris de la voir car ils se sont déjà rencontrés. Sun est choquée de voir que Taeyu se souvient encore d'elle et elle s'excuse pour son impolitesse la dernière fois qu'ils se sont vus. Elle promet à Taeyu qu'elle va faire prospérer l'entreprise comme il se doit et Taeyu est content de cette assurance. C'est à ce moment-là que l'assistant de Hyung, Min-soo et 19 autres soldats débarquent. Ils annoncent à Taeyu qu'ils ont été affectés au service de sécurité de Taeyongbyo. Taeyu les remercie d'être venus, mais leur fait savoir que le logement risque d'être un problème vu le nombre de personnes à héberger. Cependant, Min-soo le rassure en lui disant qu'il n'a aucun souci à se faire car ils ont apporté leur propre matériel de campement. Les deux hommes se serrent la main et Taeyu lui dit qu'il a hâte de travailler avec lui. Min-soo l'assure qu'il risquera sa vie pour lui et Taeyu suggère qu'il commence par une bonne soupe de cerf d'eau. Min-soo ordonne à ses hommes de déballer immédiatement leurs affaires et de manger ensuite. Taeyu hallucine de voir le chemin qu'il a parcouru, car il n'est plus seul et il a maintenant sa propre faction. Plus tard, au château de Gouri, Seok est amené devant le comité autonome pour répondre de ses crimes. Il lui demande s'il reconnaît les faits et il le fait à contre-cœur. Après avoir quitté la pièce, Seok grogne de douleur parce qu'il s'est fait balancer par les gens avec qui il travaillait. Il est aussi inquiet de ne pas avoir réussi à contacter Shik. Et c'est là qu'il décide qu'il n'a plus qu'à se faire discret en attendant que les choses se calment. Quelques instants plus tard, la voiture de choc s'arrête à un feu rouge et soudain, un homme masqué débarque à moto. L'homme masqué explose la vitre de sa voiture avec une batte avant de tuer Seok et de pousser sa voiture dans la rivière. Après avoir fait ça, il contacte son patron lui disant qu'il a terminé la mission et qu'il est en train de rentrer.